À une époque, je faisais des vidéos comme ça sur la chaîne. J'ai Ouais. eu des retours. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé, pour m'insulter, hein, au téléphone, hein. Donc si tu veux, ça me Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des arts martiaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale à propos de Bruce Lee et on est en compagnie du Capitaine France qui est un spécialiste de la pratique des arts martiaux français. Eh beh, bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité pour cette entrevue, hein. Donc, rapidement, je me présente. Donc, je suis, professeur des arts martiaux français et fondateur, membre fondateur de l'Amicale des arts martiaux français, une association, qui vise à protéger, à diffuser et à propager la tradition martiale française. Alors Romain, on s'est parlé sur Facebook à propos d'un article qui est très intéressant, un article à propos de Bruce Lee. Est-ce que tu connais déjà l'auteur de l'article? Parce que moi je connais pas l'auteur. Est-ce que tu peux présenter un peu cet article? C'est une contributrice qui m'envoie des articles quand elle en a envie de temps en temps et on s'est mis d'accord et donc moi je publie et puis voilà. Donc c'est une pratiquante d'AMF. Je sais pas vraiment, c'est une personne, à qui j'avais discuté, qui trouvait intéressant de pouvoir publier des articles un peu, qui pouvaient être tendance à avoir, créer un peu de discussion et moi j'étais tout à fait d'accord avec ça, donc j'ai dit: «Bah, OK, bah, quand tu as envie d'écrire quelque chose», j'ai une autre personne qui fait ça aussi, c'est Docteur Héraclès qui a écrit un article aussi, sur le blog. Voilà, j'accepte des contributions et si ça va dans la ligne éditoriale qui vise à créer des vagues, je prends. Alors, Vague a été créé, je te le confirme, puisque quand j'ai lu l'article, alors l'article est bien fait déjà, il faut parler un peu de la forme. Et quand j'ai lu l'article, j'ai trouvé que chaque point était très bien détaillé, la structure est super, et j'étais complètement pas d'accord avec chacun des points énoncés. Petit à petit, tu sais, au début de ma lecture de l'article, j'étais l'historien classique, zen, tout va bien, et petit à petit, je me transformais en Mindführer en criant Nine, c'est pas possible. Bah, Là, c'est un peu le but de la ligne éditoriale, hein, là, j'ai bien compris, ouais. J'étais pas d'accord avec les points énoncés, mais l'article était très bien structuré. Présentait bien en fait, il y avait vraiment un objectif à l'article. Il y avait une introduction, un développement, et cetera, et on voyait que la personne connaissait son sujet. Mais par contre, j'étais pas d'accord avec, c'est un truc que j'ai souvent sur ma chaîne ces derniers temps et je peux pas faire des vidéos à chaque fois malheureusement. C'est des gens qui ont des connaissances à propos des arts martiaux, mais qui, de mon point de vue, je peux me tromper, ne savent pas utiliser leurs connaissances. En fait, ils font des réflexions à partir de leurs connaissances qui sont succinctes. Ils font des réflexions qui les amènent vers un chemin qui est complètement opposé à ce qui me semble être la vérité de ce sujet-là. Bah là, je prépare une vidéo sur les utilisateurs des IA. Il y a beaucoup de textes maintenant sur les groupes d'arts martiaux et de sports de combat, de gens qui publient des textes générés par IA. Et là, je prépare une vidéo du point historique, je ne vais pas taper sur la table, sur un gars qui balance des textes fournis à partir d'IA et qui prétend publier des vérités scientifiques, mais en fait, c'est que des conneries. Mais là, c'était pas le cas, parce que ton auteur, la meuf qui a publié les articles, on voit qu'elle a des connaissances, on voit qu'elle a une réflexion, mais par contre, ce qu'elle développait à propos de Bruce Lee, j'étais pas d'accord. Alors, on va expliquer un peu pour les auditeurs. on va dire, c'est histoire de point de vue. Faut dire aussi que Ouais. l'article aussi est une conséquence de la vidéo de Superfab sur la piraterie martiale. Oui, 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 voilà, exactement. Alors, Superfab, c'est aussi un pratiquant d'AMF. Je présente pour ma chaîne, s'ils connaissent pas forcément mes auditeurs. C'est un pratiquant qui est, je crois qu'il est historien aussi d'ailleurs, il a fait la fac d'histoire, ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc il connaît bien son sujet. Par contre, voilà, on voit que c'est un peu putaclic parce que piraterie martiale, tu vois, ça fait un peu, c'est fait pour faire réagir, quoi. Oui, mais quelque part, pour nous, ça symbolise vraiment quelque chose, la piraterie martiale, hein. Il y a une réflexion de fond derrière, qui est pas nouvelle, en fait. C'est pas un truc qu'on a inventé, hein. C'est peut-être le mot Ouais. en soi, il est «moderne» entre guillemets, mais le Mmh. principe de fonctionnement est assez, Oui, est assez ancien, oui. Oui, 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 c'est quelque chose oui, oui. qui se fait depuis très Donc, longtemps, ouais, c'est quelque effectivement. chose contre nous, enfin, comme au niveau de l'amicale, on n'est pas trop d'accord avec le principe de la piraterie martiale puisque, ouais, puisqu'en fait, c'est comme avoir, une carrosserie de Ferrari, mais avec, un moteur de Clio 1 à l'intérieur.
on va pouvoir présenter, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de l'article lui-même, j'aimerais bien, si tu me le permets, présenter un peu les livres qui existent à propos de Bruce Lee pour connaître un peu les sources. Alors le premier, c'est à mon sens l'un des plus importants, c'est le Kung Fu chinois. En fait, c'est le seul livre qui a été publié du vivant de Bruce Lee. C'est le seul bouquin qu'il a publié de son vivant. Et en gros, c'est un bouquin dans lequel il explique les fondamentaux du Wing Chun qu'il a appris quand il était en Chine. Donc, en fait, le Kung Fu qui est présenté ici, c'est le Kung Fu Wing Chun, si tu veux. Et c'est un bouquin dans lequel, en fait, il présente, tu vois, des applications à deux sur le Wing Chun. Et en plus, tu vois Bruce Lee en tenue traditionnelle chinoise, etc. Si tu veux, c'est un bouquin qui est vraiment représentatif de la pensée de Bruce Lee sur les arts martiaux au moment où il arrive aux États-Unis d'Amérique. Puisque au moment où il arrive aux États-Unis, il ne connaît pas encore bien les traditions martiales occidentales, mais il connaît bien les traditions martiales orientales et en particulier le Wing Chun et le Tai Chi. Parce que son père lui avait appris le Tai Chi et il avait pratiqué beaucoup de Wing Chun sous la direction de Ip Man et de Wong Chun Leung. Donc si tu veux, ça en fait, c'est la base. C'est le moment où il arrive aux États-Unis. Quelques années après, il commence à enseigner les arts martiaux et en fait, il enseigne ce que certains appellent le Jun Fan Jeet Kune Do ou le Jun Fan Kung Fu. Jun Fan, c'est l'un des noms de Bruce Lee en fait. C'est son nom chinois si tu veux. Et donc, en fait, il enseigne le Wing Chun dans une tradition chinoise basique. Et on sait que petit à petit, quand il était aux États-Unis, il a modifié son savoir, il a incorporé la lutte occidentale, l'escrime, des savoirs qui viennent de plusieurs disciplines qu'il a découverts lors de son séjour aux États-Unis. On est d'accord là-dessus? Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, deuxième bouquin, la méthode de combat. Donc ça, c'est en fait un bouquin qu'il voulait publier de son vivant, mais qu'il n'a pas pu. Donc en fait, il avait déjà réalisé toutes les photographies explicatives des différents mouvements. D'ailleurs, tu vois, là, il y a le coup d'arrêt de la boxe française. Je suis tombé sur la bonne page. Il avait déjà réalisé toutes les photographies, et il avait déjà noté les explications pour les différentes techniques, mais il n'a pas eu le temps de le sortir de son vivant, puisqu'il est mort d'une façon abrupte en 1973, je crois. Donc en fait, il avait déjà... Ça, c'est déjà très différent de sa pratique dans le kung-fu chinois. Ça, c'est vraiment de la boxe pied-point améliorée avec des principes qui viennent des arts martiaux chinois et des principes qui viennent des arts martiaux occidentaux, de la boxe française, de l'escrime, de la lutte, du jiu-jitsu, d'arts martiaux japonais qu'il a pris. Il faisait même un peu de karaté. Là, c'est vraiment, si tu veux, le niveau presque le plus élevé de ce qu'il voulait publier de son vivant. Je passe là-dessus. J'ai ramené tous les bouquins, mais je vais en faire qu'une présentation succincte. Donc ça, c'est sur sa vie dans les arts martiaux. C'est un bouquin chez Trey Daniel. Le combat selon Bruce Lee et entre Wing Chun et Jeet Kune Do, c'est justement 2 livres sur sa manière de combattre, à la fois dans les films et sa manière de combattre en vrai, en tant que professeur d'arts martiaux, depuis le Wing Chun jusqu'au Jeet Kune Do. Ce qu'on sait aussi à propos de lui, c'est beaucoup de correspondances, en fait. Ça, c'est des bouquins qui ont publié ses correspondances avec ses élèves. Il y en a 2 qui sont chez Budo Édition. Il y a une version aussi plus ancienne, il y en a un 3e. Et en fait, grâce à ces correspondances, on a une très bonne idée de sa manière d'aborder les arts martiaux, puisqu'il échangeait beaucoup de lettres avec ses élèves. Et donc, grâce à ça, on sait à peu près où il en était, à quelle époque, si tu veux. Par exemple, au niveau musculation en particulier, puisqu'il faisait beaucoup de musculation, on sait à quel moment il a demandé à ses élèves, en faisant des petits croquis, voilà, je voudrais une machine qui soit à peu près comme ci, comme ça, est-ce que tu peux me la construire? Il a fait construire des trucs à ses élèves, des machines qui n'existaient pas encore à l'époque. Alors ça, je le laisse de côté pour plus tard parce que c'est un des plus intéressants. Ça, c'est sur la musculation et le renforcement physique, la puissance selon Bruce Lee. Et après, il y a des bouquins qui existent aussi chez Budo Édition sur son parcours, à la fois dans les arts martiaux et dans les sports de combat. Et il y a un dernier bouquin qui est le plus intéressant et qui va dans ton sens, en fait, dans le sens de la piraterie martiale. Alors, je vais essayer de rien flinguer. Voilà, parce que j'en ai vraiment beaucoup avec moi. Là, j'ai pris tous les bouquins que j'avais dans ma bibliothèque sur Bruce Lee, enfin, pratiquement. C'est celui-ci, le Tao du Jeet Kune Do. Alors, j'ai enlevé la couverture qui est dessus d'habitude. Et ça, c'est un bouquin qui a été réalisé, comme on le voit ici, à partir des notes de Bruce Lee. Donc, en fait, c'est un bouquin qui a été publié à titre posthume par sa famille et par John Little, qui a eu accès à ses archives, dans lequel il y a l'ensemble, enfin, pas l'ensemble des notes, parce qu'il avait des milliers de pages de notes, mais l'ensemble des sujets sur lesquels il réfléchissait, des sujets à propos de la garde, à propos des déplacements, du timing, etc. Et donc, John Little, qui a eu accès aux archives de Bruce Lee, il a fait ce bouquin à partir des notes de Bruce Lee, si tu veux. Donc en fait, ce qu'on sait sur Bruce Lee, c'est très peu de choses qui a été publié de son vivant. Il n'y a qu'un bouquin qui a été publié de son vivant, celui sur le Kung Fu, mais au moment où il est décédé, il était déjà très loin de cette pratique initiale du Kung Fu Wing Chun traditionnel. Il était beaucoup plus dans ce qu'il avait appelé le Jeet Kune Do. Et en fait, ce bouquin, le Tao du Jeet Kune Do, il a été publié donc à titre posthume et on voit là énormément d'apports
de disciplines extérieures, des disciplines qu'il avait eu accès par des livres, par des articles dans les magazines de l'époque, etc. Et il y a un auteur récemment, un Américain, qui a publié un truc qui va vraiment dans ton sens, un bouquin qui est en anglais, alors je l'ai acheté exprès pour la vidéo, je l'ai lu, qui a écrit le Tao du Jeet Kune Do. Et en fait, il démontre dans ce bouquin que 85% des notes écrites de Bruce Lee dans le Tao du Jeet Kune Do viennent de livres extérieurs. Et donc, 85%, c'est énorme si tu veux. Bah oui, il y a un peu. Mais le problème, alors, il y a donc en ce moment des discussions parmi les spécialistes pour savoir si Bruce Lee avait l'intention de plagier ces bouquins parmi lesquels il avait pris. Parce que le gars note bien que Bruce Lee, quand il a fait les notes pour le Tao du Jeet Kune Do, il n'a pas écrit à côté des notes, comme on fait nous, historiens, dans les notes de bas de page, cette citation vient de tel livre à telle page, etc. Il a juste noté, voilà, donc il n'y a pas la source qui est expliquée. Donc, est-ce qu'il avait l'intention de plagier et de reprendre à lui des idées venues d'autres bouquins, de faire sa salade, si tu veux, son micmac avec ça? Ou est-ce qu'il avait l'intention, plus tard, de prendre certaines de ses notes et de les expliquer, d'expliquer le parcours de l'auteur? Ça, on ne peut pas le savoir parce qu'il est mort avant. Mais en tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il avait effectivement l'habitude de puiser son savoir dans les sources des arts martiaux historiques, de la boxe française, de la lutte, du karaté, du judo, etc. On s'en est rendu compte. Oui, alors lui-même le disait et si tu veux, il était dans cette philosophie de tu vas puiser là où c'est favorable pour toi. Il n'était pas du tout dans une philosophie traditionnaliste entre guillemets de chacun sa tradition et démerdez-vous chacun pour soi et Dieu pour tous. Il était plutôt dans une philosophie de c'est l'être humain qui compte et donc si pour toi c'est bon d'aller piocher un savoir, je sais pas, en jiu-jitsu ou en karaté, bah vas-y parce que ça peut te rendre meilleur. Donc c'est une philosophie qui est d'un point de vue humaniste, mais d'un autre point de vue, c'est vraiment la direction opposée des traditions martiales si tu veux. Je développerai sur ça, sur la piraterie après, comment on peut dissocier piraterie et absorption d'une technique exogène. Alors je pense que c'est ça effectivement qui va nous intéresser dans la vidéo parce que dans l'idée de piraterie, à mon sens, pirate c'est quelqu'un qui va volontairement voler quelque chose chez quelqu'un d'autre. Et dans l'idée d'absorption du savoir qui vient de l'extérieur, il y a plutôt l'idée au contraire de s'enrichir de toutes les cultures. Donc c'est deux façons de voir le truc. Et on fait le distinguo. Ok, très bien. Donc voilà, je présente quand même le bouquin en anglais, il n'a pas encore été traduit en français celui-là, pour dire que, tu vois, moi-même, je reconnais que il a pioché, bien sûr, dans plein de trucs. D'ailleurs, le gars qui a écrit le bouquin anglais, là, sur qui a écrit le Tao du Jeet Kune Do, il note qu'une immense partie du savoir que Bruce Lee explique en termes de timing, de distance, etc., ça vient d'auteurs qui ont écrit sur l'escrime, pas forcément sur les arts martiaux à main nue. Je connais bien le sujet, donc je dirais. Bon, maintenant, on s'intéresse à l'article. Oui, ben vas-y. Alors, je l'ai sous les yeux. Donc, le titre, déjà, ça me transforme en Mindfureur, mais admettons. Bruce Lee, le mythe qui autorise la médiocrité martiale. Alors déjà, je suis pas d'accord avec le titre sur 2 points. En fait, effectivement, on peut voir Bruce Lee comme un mythe, mais on peut aussi le voir de l'aspect historique. C'est le lecteur qui choisit, tu vois. Oui, alors, pour ma part, hein, je prends le parti de défendre l'autrice. Oui. On s'attaque pas à la personne, vraiment, c'est pas la personne qui est visée, mais vraiment la construction qui a été faite après sa mort. Ok, ça Oui, c'est c'est très pour bien. ça qu'on parle de mythe. C'est pas Bruce Lee n'est pas mythique vu qu'il a existé, on a les preuves. On a même des films, c'est pour dire. Par contre, c'est une fois qu'il est mort, là, il y a quelque chose qui s'est mis en place Oui. et c'est cette mythification, pas mystification, mais mythification, cette, on va dire, limite élevée au rang de saint, si on devait garder le langage religieux, il a été élevé au rang de saint, alors que techniquement, il est mort qu'à 30 ans. On ne sait pas si à 40 ans, comment il aurait pu évoluer, ou à 45 ans, Ouais. je vois ma façon de penser actuellement, par rapport à quand j'avais 25-30 ans, elle est pas tout à fait pareille. Il y a une grosse évolution, hein, Et puis même dans son parcours à lui, comme je le disais, entre 1965 et 1972, au moment où il est mort, il y a que 7 ans de différence. Mais putain, il y a une évolution, ça n'a rien à voir, sa méthode au début et à la fin, quoi. C'est pour ça que l'idée, c'est plutôt de s'attaquer à ce qu'ont fait les gens de la mort de Bruce Lee, plutôt qu'à Bruce Lee lui-même. Puisqu'en fait, lui, Oui. il est mort en pleine course, quoi. On ne sait absolument pas quelle direction il aurait pu prendre entre 30 et 40 ans et entre 40 et 50 ans. On peut pas le dire. En tous les cas, ce qu'on a, c'est ce qu'il a fait de son vivant. Et alors, le titre de l'article est quand même intéressant. Le mythe qui autorise la médiocrité martiale. Alors que justement, de mon point de vue, je peux me tromper,
toute sa vie, tout ce qu'il a essayé de faire, c'est de dire aux gens: «Allez plus loin que ce qu'on vous a montré comme limite». Il disait souvent: «N'avoir aucune limite pour limite», et donc c'est au contraire une recherche de l'efficacité et non pas de la médiocrité. La médiocrité à son époque, c'était des gens qui se cantonnaient à des manières très, très, très stéréotypées de faire du karaté aux États-Unis et du judo, et qui du coup, en termes d'efficacité martiale ou en termes de pratique ne serait-ce que réaliste, avaient perdu énormément. Et donc lui, il a mis un coup de pied dans la fourmilière, si tu veux. Le problème, c'est qu'on a vraiment 2 points de vue, radicalement différents, si je puis dire. C'est que cette rigidité n'existe pas dans les AMF. Donc déjà, son postulat de base de sortir de la tradition parce que c'est trop étriqué, pour moi, c'est un non-sens. Parce que au contraire, moi, des dizaines de traités français que j'ai pu lire, c'est vraiment pas étriqué, bien au contraire. Ça définit le cadre, mais dans ce cadre, Alors, c'est peut-être là où il faut remettre, c'est justement là où je suis pas du tout d'accord avec l'auteur de l'article. Parce que cette dame, elle a compris Bruce Lee en le replaçant dans un contexte qui n'est pas le sien. Puisque Bruce Lee, il luttait contre le contexte géographique dans lequel il était, c'est-à-dire les États-Unis dans les années 50-60 et début 70. Il n'était pas du tout dans le contexte français des années 1880-1910, tu vois. Donc, lui appliquer à lui une philosophie des AMF qu'il n'a ni connue ni pu combattre, parce que c'était pas son objectif, c'est un peu, tu vois, c'est un peu anachronique. Et à côté de ça, on pourrait appliquer aux AMF la vision de Bruce Lee sur le fait de sortir de la tradition. Il y a personne qui dit: «Oui, c'est vrai pour les arts asiatiques, mais il y a pas cette distinguo qui peut être fait sur les traditions européennes». Bah, en fait, lui, alors c'est là où le contexte est très important, je pense pour les auditeurs, ça va être très intéressant ce point-là. C'est que lui, il a fondé son combat, le combat de sa vie en termes de philosophie des arts martiaux, sur le fait qu'à son époque, quand il est arrivé aux États-Unis, il a vu des pratiques qui étaient vues comme traditionnelles, mais qui avaient rejeté un élément de la tradition. J'en ai parlé avec les profs de karaté récemment, on est tombé d'accord. Dans les anciennes écoles de karaté d'Okinawa, ou les premières écoles arrivées au Japon, le Shotokan quand il est arrivé au Japon, une partie de la tradition, c'est justement de faire évoluer la tradition. La tradition intègre le fait de faire évoluer la méthode. Et ça s'est perdu au Japon dans les années 40-50, au moment où les premiers élèves de Gishin Funakoshi ont appris le karaté dans les universités. Et comme ils avaient un savoir très succinct du karaté en réalité, ils se sont focalisés sur les bases et ils faisaient montre d'autorité en disant: la méthode c'est moi, il faut travailler les bases sérieusement, mais en fait ils ne connaissaient que les bases pour la plupart. Et donc ils ont supprimé cette partie de la tradition de faire évoluer la méthode, justement pour asseoir leur autorité, si tu veux. Et arrivé aux États-Unis, ça a été exacerbé par les Américains, qui du coup ne faisaient plus qu'un stéréotype d'arts martiaux pour la plupart. Ils se sont assurés le pouvoir, mais en même temps, ils ont détruit, ils ont effacé littéralement ce qui pouvait les mettre en défaut, quoi. Mais je veux C'est dire, mais ça. ça, voilà, mais ça, c'est pas du tout vrai chez nous. Enfin, dans tout ce que j'ai pu lire des AMF, c'est pas du tout vrai. Voilà, c'est pour Oui. ça que, de mon point de vue, tout ce que peut dire Bruce Lee est faux, au niveau de la tradition. Alors, Mais quand on remet dans ton contexte, c'est compréhensible. alors en fait, c'est là où le contexte est très intéressant. Euh, tu- de mon point de vue, on ne peut pas dire ce qu'il dit est faux parce qu'il ne s'applique pas à une autre réalité que celle qu'il a connue. Lui, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai pour la réalité que lui a connue, les États-Unis dans les années 50-60. Effectivement, s'il avait dit la tradition c'est mauvais pour les AMF dans les années, je sais pas, 1910 à 1950, bah, il aurait pété une durée, tu vois, parce que c'est pas vrai. Mais pour sa réalité, pour son contexte qu'il a connu, c'est-à-dire celui du karaté, du judo, du jiu-jitsu dans les États-Unis, ça s'applique tout à fait. Ce qu'il disait et la critique qu'il faisait était tout à fait vrai. Alors, on va revenir un peu sur les AMF, mais je veux d'abord commencer à lire l'article parce que sinon on va partir pour 3 heures et on va plus s'en sortir. Il y a des figures qu'on ne peut plus critiquer sans déclencher une réaction quasi religieuse. Bruce Lee en fait partie. Alors ça, tu vois, je pourrais dire que c'est pas vrai, mais en réalité, il y a une bonne partie de vrai là-dedans. Il y a des gens qui sont, à cause des films de Bruce Lee, qui sont devenus des fanatiques et qui ont perdu un peu la réalité historique. Mais c'est vrai à propos de beaucoup de figures des arts martiaux. C'est vraiment vrai à propos de Bruce Lee, mais tu vois, on pourrait dire la même chose à propos de Oyama en karaté Kyokushin, on pourrait dire la même chose à propos d'Igoro Kano en judo. Comme il y a une certaine ésotérisme et un certain culte de la personnalité du maître dans les arts martiaux, c'est vrai que pour Bruce Lee, c'est très vrai parce que c'était un mec qui, dans ses films, tu vois, c'était un peu comme, je sais pas, comme les grands acteurs de son époque, Steve McQueen, etc. Mais Pas dans l'émotion. c'est ça, exactement, c'est ça. Alors, donc je suis à peu près d'accord avec cet énoncé. Par contre, là, je suis pas d'accord, c'est dès que son nom est prononcé, l'analyse s'arrête, le débat se fige, la raison se retire. Là, ça dépend évidemment de Là, c'est vraiment putaclic pour moi, tu vois, ça dépend de l'interlocuteur que tu as en face. Ensuite, il y a un truc très intéressant, voilà, et c'est précisément pour cela qu'il est devenu l'alibi parfait de ce que l'on peut appeler
sans détour la piraterie martiale contemporaine. Alors, c'est un connecteur logique qui, moi, me va pas, hein. Et je vois pas pourquoi. Tu vois, ce truc stéréotypé à propos de Bruce Lee qu'on peut pas en discuter, ça montre que il est le pirate. Il y a aucun lien entre les deux, quoi. Faut démontrer. Le lien, en fait, c'est cette histoire de prendre ce qui te va et rejeter ce qui te va pas. Dans la bouche de son auteur, il y a une logique, mais pour ceux qui ne l'ont pas connu, pas côtoyé et plus de 10 ans plus tard, ça peut prendre une autre saveur, hein, dans le sens de picore où tu veux, on s'en fout, tu fais ta soupe et puis ça se passera très bien et en fait, il y a pas de liant. C'est comme en cuisine, si on prend, des produits, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, tu mets tout dans une grande marmite, mais sans prendre aucune connaissance des goûts, des saveurs ou de l'utilité des ingrédients que tu mets. Tu fais cuire, ou trop longtemps ou pas assez, c'est dégueulasse et puis et puis et puis voilà. En fait, Bruce Lee donne une recette qui correspond à sa façon de penser, mais pourquoi? Parce qu'il a déjà des connaissances. Ouais. Il est déjà spécialiste de quelque chose, donc il a déjà des goûts, quoi. Mais, une personne qui a pas de goût, à qui on lui dit: «Beh, vas-y, tu peux picorer où tu veux, on s'en fout, c'est la fête du slip» et non, ça, c'est de la piraterie. Alors, je vais revenir là-dessus, mais je pense que ce que tu appelles le liant, c'est l'objectif pour moi. C'est-à-dire que Bruce Lee, son objectif, c'était l'efficacité maximale en combat. C'est-à-dire, tu es agressé, tu dois pouvoir te défendre, ou en combat sportif, parce que Bruce Lee avait fait du combat sportif, c'est peu connu, mais il y a des images d'un combat de boxe anglaise qu'il a fait en Chine. Bon, il n'était pas très doué à l'époque, hein, en boxe anglaise. Bon, après, la boxe anglaise à l'époque, c'était pas aussi technique que maintenant aussi, il faut dire. Il a une vision qui est l'efficacité optimale et l'efficacité pour plusieurs domaines. C'est-à-dire à la fois renforcer le corps et l'esprit, parce qu'il incorpore aussi les philosophies occidentales et orientales dans son système, mais aussi renforcer le corps et être préparé à l'affrontement physique si besoin. C'est une philosophie qui nous rapproche d'ailleurs des AMF, hein. Dans les Ouais, AMF, complètement. il y a une philosophie de self-défense qui est très présente. Bah, je dirais même si vous voulez, imiter Bruce Lee, faites des AMF, hein. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais admettons. Alors, donc du coup, là, l'auteur, elle décrit un peu ce qu'elle explique, ce qu'elle entend par piraterie martiale. Toutes les traditions martiales sérieuses l'ont fait, et elle dit la piraterie commence quand on prélève des techniques hors de leur système, les extrait de leur cadre historique et fonctionnel, les assemble sans principe directeur, et on appelle ça une synthèse. Mais c'est exactement ce que Bruce Lee n'a pas fait. Ah mais c'est bien pour ça que je dis: «Je n'attaque pas la personne». Ouais, mais du coup, ça fait bizarre de présenter Bruce Lee, et Oui, tu mais vois, en gros, le postulat, c'est à partir de Bruce Lee et surtout après sa mort, les gens se sont fait chacun son idée de ce qu'a voulu dire Bruce Lee. Alors, il y en a peut-être qui ont bien compris le message et puis ils ont fait leur vie et puis il y en a qui ont, arrangé le message à leur sauce et c'est pour ça qu'on arrive à cette piraterie. Mais je veux dire, si on va considérer que Bruce Lee n'est pas un pirate, hein, on va partir de ce postulat. C'est comme il y a des grands hommes qui ont dit: «Aimez-vous les uns les autres», bon, au final, il y a des guerres partout dans le monde, quoi. ouais, je vois. En fait, c'est pas son message à lui, c'est la compréhension par d'autres de son message qui est biaisée, selon Et toi. Ouais, OK, je vois. on le voit tous les jours, en fait, si tu veux, moi déjà quand j'aime bien je fais une veille internet un peu sur tout ce qui se fait à droite à gauche. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, il y aurait pas eu Bruce Lee, peut-être que ce genre de choses n'aurait pas existé parce que, la pensée, n'aurait pas été émise et elle n'aurait pas été mal comprise. Peut-être, mais ça, c'est de l'histoire a priori, on peut C'est pas faire l'histoire a de priori. l'histoire, ouais. Le fait est que c'est fait et que la piraterie, elle est là et qu'on la voit et qu'on voit qu'il y a vraiment n'importe quoi qui est fait, sous Alors, couvert juste d'efficacité, sous couvert d'optimisation des compétences, tout ça. Mais en fait, j'en ai croisé même sur des stages des gens, voilà, mais en fait, ils savent même pas la base, quoi. C'est même se tenir en garde, ils savent pas le faire. Mais, OK. ils ont picoré partout. Alors, il y a 2 choses dans ton propos qui m'intéressent. La première chose, c'est effectivement, ça s'applique pas à mon sens, mais je pense que tous les professeurs d'arts martiaux seront d'accord. Ça s'applique pas le fait d'aller, chercher des techniques pour améliorer son système à des gens qui de base n'ont pas de système. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien appris, il peut pas faire, 1 semaine de judo, 1 semaine de karaté, 1 semaine de boxe, c'est difficile, tu vois? Soit Il c'est y a un des gens qui le font ça, hein, qui font une oui, saison dans un club, une saison dans un autre et une saison encore, ça peut être compréhensible, mais une semaine, moi, par exemple, j'ai fait au début, une saison par-ci, une saison par-là, mais j'ai continué à pratiquer ce que j'avais appris. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai fait de la capoeira. Après, longtemps après, j'ai fait de la boxe anglaise et du karaté, mais entre les 2, j'ai toujours fait de la capoeira. Donc j'ai continué à améliorer mes techniques et ça dépend de ton objectif. Alors c'est là où, à mon sens, l'idée d'objectif, elle est complètement absente de cet article, si tu veux. Parce que
Le premier point de la piraterie, d'après l'auteur, elle dit prélève des techniques hors de leur système. Mais tout le monde fait ça. Charlemagne le faisait. Alors, oui et non. C'est là où on fait la différence entre la piraterie et le reste. Même moi, techniquement, on pourrait dire que j'ai un petit peu piraté la méthode Lafon, puisqu'il y a des techniques que j'ai vues et que j'ai petit à petit intégrées à mon système. Mais je ne les ai pas intégrées parce que je les ai vues et qu'elles me plaisaient. Je les ai vues et j'ai dit, tiens, ça pourrait correspondre à une situation pour laquelle, pour le moment, je n'ai pas de solution. Donc, d'abord, j'ai intellectualisé. Est-ce que cette technique va vraiment m'apporter quelque chose ou pas? Est-ce qu'elle correspond est-ce qu'elle va pouvoir s'intégrer dans mon système? Oui, non. Ben, après, on va passer à une phase de test. Est-ce qu'elle s'intègre physiquement dans mon système? Oui. Est-ce que ça peut correspondre à la forme de corps? Ben oui, ça passe. Et donc, il y a toute une évolution d'expérimentation qui va se faire. Et après, de savoir pourquoi on va utiliser cette technique et pourquoi elle semble être la meilleure pour ce contexte-là. Oui, mais à mon sens, le point essentiel de ta façon de voir les choses, c'est que ton système, le fait qu'il soit cohérent, c'est une partie fondamentale de ton objectif. Et ça, c'est les valeurs. Voilà, ce qui n'est pas forcément l'objectif du kidam moyen. Par exemple, le gars qui veut progresser en boxe anglaise. C'est ça la piraterie. Je peux pas parler de piraterie dans ce cas-là, parce que piraterie, il y a l'idée de voler et de donc commettre le mal. Or, quelqu'un qui veut simplement s'inspirer d'un système ou d'une technique qu'il a vu, l'incorporer à sa pratique parce que ça lui permet de faire quelque chose qu'il ne fait pas, comme toi, quand tu vois une technique du système Lafon, en fait, le gars, il a rien fait de mal. On ne peut pas le traiter de pirate, tu vois. Pirate, je peux comprendre. Oui, la piraterie est un crime, hein, c'est clair. Waouh, c'est le moins qu'on puisse dire, putain, ouais. Mais le principe est là quand même. Puisqu'il n'y a pas Et de même sur le principe, je il y suis a pas pas de tout à fait recherche, d'accord. il n'y a pas de théorisation. En fait, le mot, il est là. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que les AMF, dans tout ce qu'on a pu lire, nous tous, au niveau de l'amicale, c'est que le mot principal avant les techniques, c'est la théorisation. C'est poser sur le papier, monter une pensée structurée et cohérente et de pouvoir expliquer chaque millimètre. Oui, mais ça, ça correspond pas à la pratique martiale globale. Ça correspond à la pratique dans le cadre des AMF seulement. Oui, mais moi, je reste dans mon cadre. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais tu peux pas dire, moi, ce que je fais, c'est valable, les autres, c'est des pirates, parce qu'ils ne rentrent pas dans mon cadre. Non, ce que disent les pirates, ce sont ceux qui vont prendre à droite et à gauche, toute tradition confondue, pour faire une soupe sans théorie. Ça, c'est de la piraterie. C'est pas forcément une soupe en théorie. Alors déjà, partir a priori du fait que, par exemple, prenons un pratiquant de boxe anglaise, ok? La boxe anglaise, c'est très structuré et codifié, puisqu'il y a un règlement qui fait plusieurs dizaines de pages de long, donc c'est un sport vraiment très codifié de nos jours, tu vois. On peut pas faire n'importe quoi en boxe anglaise. Tu peux pas frapper avec d'autres parties du gant que la partie avant, tu peux pas sauter en frappant, donc il y a tout un tas de techniques, c'est impossible, ok? C'est très réglementé. Moi, j'ai lu des vieux bouquins de boxe et d'arts martiaux en général, et j'ai incorporé dans ma pratique de la boxe anglaise un undercut que je connaissais pas a priori, tu vois, parce que ça s'enseigne plus, l'undercut, maintenant on fait des uppercuts. Donc pour le grand public, un uppercut, c'est donné avec la face de la paume vers soi et en remontant pratiquement à la verticale, pratiquement parfaite, si tu veux. Alors qu'un undercut, c'est un coup qui est donné toujours de bas en haut, mais c'est presque comme un jab de Jeet Kune Do, si tu veux. C'est-à-dire le point reste vertical. Voilà, on le retrouve en fait dans beaucoup d'arts martiaux et sports de combat. Donc c'est un coup qui va de bas en haut et qui est donné avec le point qui ne tourne pas et qui remonte un peu en diagonale ascendante, si tu veux. Donc ça, moi, je l'ai incorporé dans ma boxe anglaise, parce que j'ai vu qu'il passait bien, et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de frapper avec les gants actuels, parce que tu sais que les gants, ils sont plus larges de gauche à droite que comme ça. Donc ça passe mieux dans la garde. Bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc ça, c'est un truc que moi, j'ai pioché dans la boxe anglaise ancienne, sans gants, puisque c'était un coup, tu sais, avec les vieilles gardes de loin qui mettaient sans gants. Et que je peux appliquer à ma réalité et à mes objectifs à moi dans le cadre théorique et sportif de la boxe anglaise actuelle. Mais le cadre théorique, il est déjà existant par le biais de ma pratique, si tu veux. Oui, Je peux pas dire... techniquement, tu as théorisé parce que tu es déjà parti du principe de l'objet qui est utilisé, c'est le gant. Ouais, j'irai pas jusqu'à théoriser, c'est s'adapter au... On croit que c'est un grand mot, théoriser, mais en fait, c'est déjà réfléchir de pourquoi est-ce que je fais ça, en fait. Pourquoi est-ce que j'intégrerai une technique dans mon cadre d'utilisation? Pour toi, c'était pour la boxe anglaise. Est-ce que ça répond à une solution, à un problème ou une problématique? Est-ce que cette technique apporte quelque chose? Oui, non. Est-ce qu'elle me met en danger? Oui, non. Est-ce qu'elle est facile à faire? Oui, non. Est-ce que ça marche? Oui, non. Ouais, regarde le premier point. La piraterie commence quand on prélève des techniques hors de leur système. Tous les points que tu viens d'évoquer,
C'est ce que fait tout le monde quand on prélève une technique. Ça nous sert à quelque chose, forcément, sinon on l'apprend pas. Et Donc, le deuxième point? les extraits de leur cadre historique et fonctionnel. Mais non, jamais. En fait, le cadre historique et fonctionnel, il est actuel. Oui et non. Toujours pareil, il y a des techniques anciennes qui ont disparu Ouais. parce qu'elles se faisaient sans gros gants d'anglaise ou avec des chaussures dures, Oui. avec des semelles dures. Et le cas de la boxe française, sportive, c'est exactement le cas. Il y a des techniques qui n'existent plus ou qui sont, ouais, qui ne sont plus pratiquées parce que non efficaces. Non efficaces dans un cadre actuel qui fait qu'on utilise des chaussons très mous, enfin plutôt mous, avec des gros gants qui annulent les positions différentes de la main Oui, donc le contexte de pratique fait qu'il y a certaines techniques qui peuvent plus être pratiquées. et qu'on considère des techniques qui sont mauvaises ou inefficaces, mais parce qu'elles sont elles sont pas utilisées comme il faut. Donc elles sont sorties de leur contexte historique et fonctionnel, c'est-à-dire qu'il faut une chaussure avec semelle dure et talons. Il faut pas des gros gants d'anglaise, puisque le gros gant annule énormément de possibilités de la main, de la position de la main. Ouais. Et puis une semelle dure, quand elle tape dans le tibia, ça fait excessivement mal. Mais quand on fait Oui. avec un basket, c'est pas pareil. Et plus des protèges tibia, c'est encore plus pas pareil. L'exemple du coup de pied bas, on le voit très très peu ou quasiment plus. Oui, ça sert à rien, on me dit. Oui, mais parce qu'il est extrait de son cadre historique, de son cadre fonctionnel, pour être plongé dans une situation où manifestement le but c'est pas vraiment de se faire mal. Alors que le coup de pied bas, c'est fait pour faire mal. Ouais, je suis en fait, je suis tout à fait d'accord avec ça et du coup, ça correspond pas à l'extraction du cadre historique et fonctionnel. Tu l'extrais si ça te sert dans ta réalité, effectivement, si ça te sert plus, tu l'extrais plus. C'est pour ça qu'il y a des techniques qui tombent en désuétude avec l'évolution de la codification martiale. Pour moi, ça me semble être un processus tout à fait naturel, la codification des arts martiaux et des sports de combat et ça a rien à voir avec le fait qu'on cherche volontairement à pirater. C'est simplement on s'adapte au règlement de compétition ou à la façon de faire actuelle, quoi. Oui. Moi je te dis voilà ma façon de voir Ouais, je vois. Et alors du coup, ça m'amène au deuxième point. Bon, je passe les assembles sans principe directeur. Je pense que dans les arts martiaux et les sports de combat, alors voilà, je sais pas comment c'est en NF, je suis pas spécialiste d'arts martiaux français, mais le principe directeur, en fait, il y en a pas un dans une méthode, il y en a plusieurs en général. Moi, par exemple, j'ai lu Musashi, tu vois, et Musashi Miyamoto, et donc c'est un traité d'escrime à la base, hein, c'est un traité de kendo, en fait, de kenjutsu, si tu veux, c'est comment manier le sabre. Il y a à la fois de la philosophie et de la technique dans son traité, le traité des 5 roues. Et à un moment, il parle des cassures de rythme. Et donc, pour manier le sabre, on comprend très bien que si tu casses le rythme, tu fais des feintes de rythme, tu peux trouver des ouvertures, des angles d'attaque que tu n'aurais pas eu. Bon, voilà, ça va de soi, quoi. Et moi, j'utilise ça pour la boxe anglaise. J'ai redécouvert, parce qu'évidemment ça existe, il y a plein de gens qui le font, et j'ai découvert en lisant ce traité que si tu faisais une feinte de rythme sur le jab, moi j'ai de l'arthrose sur un coude, et des fois, tu sais, ça bloque un peu avant d'arriver. Et en fait, j'ai trouvé que si je le faisais volontairement, que je faisais 1, 2, très souvent, le gars, quand il fait sa parade, en fait, il part dans le vent, il fait sa parade, et puis le jab arrive après dans l'angle mort, si tu veux. Je vois que tu te mettes à l'escrime classique. Hein. Voilà, bon. Ben, ça, c'est un principe, tu vois, que vraiment, j'ai extrait du kenjutsu, je l'ai appliqué à ma boxe. Alors, je le fais aussi bien en boxe anglaise qu'en boxe pied-point, et ça marche très bien. Et en fait, c'est pas de la piraterie, j'ai pas piraté à Musashi. Au contraire, lui, son objectif, c'était de donner ce traité pour que des gens l'utilisent. Bon, c'était des gens de son époque ou de l'époque juste successive pour le kenjutsu. Mais on peut très bien réinterpréter les traités anciens et les faire parler pour notre réalité historique actuelle. C'est un peu le fondement de l'histoire, si tu veux. C'est-à-dire que soit tu pars du principe que l'histoire ne peut être comprise que par les gens de leur époque, et à ce moment-là, tu fais pas d'histoire, parce que tu peux rien comprendre et ça ne te concerne pas. Soit tu pars du principe que tu peux comprendre les traités de l'époque et les interpréter à l'aube de ta connaissance actuelle et de ton contexte actuel. Et pour les arts martiaux, c'est pareil, si tu veux, selon moi. C'est-à-dire tu peux prendre dans les traités anciens, ce que vous faites en fait, et ce que font les arts martiaux historiques européens, tu vois, prendre dans les traités anciens et recréer une pratique qui correspond aux volontés du public actuel. J'ai fait un podcast avec les gars des arts martiaux historiques européens. Ils m'expliquaient qu'ils cherchaient dans les traités anciens des techniques à essayer de les reconstituer, etc. Et en fait, ça correspond à la réalité de leur pratique actuelle. C'est pas de la piraterie, tu vois. Non, non, oui, parce qu'il y a quand même une volonté de reconstruction. Et le problème, c'est que à partir du moment où il y a eu la cassure d'enseignement qui a été Ouais. effective, on ne sera jamais dans la vraie reconstitution, on sera dans une reconstruction. Nous, la chance qu'on a avec Fabien, c'est que lui, il est la continuité d'une tradition réelle de plusieurs maîtres d'armes. Déjà de la famille de Lafont et d'avant la famille de Lafont, des cours chez qui les ancêtres Lafont prenaient cours. Donc on est quand même, Fabien nous prouve que la continuité martiale française, elle existe. Ouais. Heu,
Donc par lui, on sait comment c'était enseigné. Mmh. Puisqu'il a reçu, l'enseignement direct. Donc on n'est pas dans une reconstruction, on est dans une continuité avec lui. Ouais. Alors moi je suis plus dans la reconstruction puisque je suis pas j'ai pas eu de je suis pas en ligne directe, hein, j'ai dû refaire, mais lui est en ligne directe. Mmh. On a cette facilité quelque part avec lui de comprendre un peu mieux ce que c'est la tradition, française et puis il y a une facilité supplémentaire, c'est que c'est en français, quoi. Sur les traités, ce qu'on appelle la polytechnique, c'est-à-dire que les principes fondamentaux s'appliquent à toutes les spécialités, de la lutte jusqu'au combat à la baïonnette, en fait. Heu, les principes sont les mêmes, il n'y a que l'objet qui change. Ah ça, c'est marrant parce que tu viens de dire mot pour mot ce que m'ont dit les pratiquants d'arts martiaux historiques européens quand je les ai, reçus et effectivement, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des principes essentiels dans les arts de combat qui servent certains objectifs. En fait, quand l'objectif, c'est par exemple la guerre ou le combat réel, tu as certains principes qui sont communs au maniement des armes ou aux pratiques à main nue. Par exemple, la supériorité de la défense sur l'attaque. Il vaut mieux ne pas être touché et ne pas toucher que toucher et se faire toucher, auquel cas, si c'est avec une lame ou si c'est avec un coup de poing, sur un champ de bataille, par exemple, si tu touches et que tu es touché, bah, tu es mort. Donc Oui, ça, c'est de base, c'est perdu. je veux dire, ça, c'est martelé dans tous les traités que j'ai pu lire, les traités AMF, depuis le début. Le plus ancien, hein, c'est de Saint-Didier. C'est martelé en long, en large et en travers, quoi. C'est ça et ça, c'est un principe fondamental, je pense, de la pratique des arts martiaux historiques européens, mais aussi d'autres arts martiaux. Par exemple, en Kenjutsu, c'est aussi ça, parce que tu as pas envie de te faire découper normalement, si tu es bien constitué et en fait, c'est un principe qu'on retrouve pas dans certains sports de combat. Par exemple, en fonction des règlements, je sais pas si tu connais le karaté, le règlement qui est appliqué aux Jeux olympiques, mais tu sais que les coups, c'est un peu comme à l'escrime, c'est-à-dire que tu arrêtes l'action au premier coup qui touche, OK? Oui. Donc imagine que ton adversaire commence à s'élancer. Toi, en fait, tu as aucun intérêt à bloquer, à esquiver, à parer. En fait, il vaut mieux que tu t'élances aussi et que tu essayes de toucher en premier, quitte à ce qu'il y ait une touche simultanée. C'est l'escrime olympique, hein. C'est ça, c'est un peu comme l'escrime olympique et si tu veux, ça, c'est à contre-courant de la théorie selon laquelle il vaut mieux esquiver, te protéger et attendre une autre ouverture, tu vois? Évidemment, on peut pas dire que ces gens-là sont des pirates ou qui réinterprètent mal, simplement ils s'adaptent aux règlements qui sont faits C'est le sur la contexte. discipline. De là, en fait, des techniques anciennes sont oubliées parce que ces techniques anciennes protègent la vie, ne me cherche pas à marquer un point. Exactement et donc que les athlètes de ces disciplines-là, ils s'adaptent aux règlements. Bon, eux, ils font leur job d'athlète, tu vois? Après, on peut rejeter la faute sur les gens qui font les règlements, qui mettent pas en avant les principes, par exemple. Mais là encore, il faut comprendre que le sport, il a pas les mêmes objectifs et c'est à mon avis là le sens profond de cet article qui est oublié. C'est que le sport, il a pas le même objectif que l'art martial pour, la self-défense ou pour la guerre. Tout à fait. Le sport, ça doit être un spectacle, ça doit être un sport amusement, ça doit être, tu vois? Et puis tu es protégé, tu risques pas de te blesser. Exactement. De base, on va pas mourir normalement quand on fait du sport. Et Normalement. normalement, parce que la pratique sportive compétitive, c'est une capsule qui est séparée de la réalité. Alors j'irais pas jusqu'à dire séparé de la réalité, mais elle a sa réalité propre. Elle a sa réalité propre, on va dire. Et la réalité propre, c'est que tu es dans une enceinte protégée avec une personne un arbitre qui est là pour te protéger, pour se taper avec une personne qui t'a rien fait de mal, avec des gens qui vont juger la prestation de comment tu vas taper une personne qui t'a pas fait de mal. Tu vois, on est dans une autre réalité. Et donc, du coup, tu vois, là, c'est là que ça me frappe vraiment, c'est de me dire, mais en fait, la personne qui a écrit l'article, elle a écrit l'article comme si tous les pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat du monde devaient pratiquer dans la réalité des AMF et que tous ceux qui font pas ça, en fait, sont en dehors de la réalité. Non, ils ont leur réalité propre, ils ont le droit, tu vois. N'oublie pas que le but du blog, c'est de créer des vagues. Donc si c'est pour être consensuel et de blesser et de chatouiller personne, on n'écrit pas l'article, quoi. Mais même sans prendre enfin, même en prenant en compte le fait de créer des vannes, tu vois, ça contrevient pas au principe qu'il faut prendre en compte quand tu fais un article scientifique, toutes les réalités qui existent et pas simplement ostraciser une réalité et dire: «Voilà, je fais que sur celle-là et j'ignore toutes les autres». C'est un pamphlet, c'est un pamphlet. C'est le but le but de la plume martiale, c'est de chatouiller, hein. Donc là, en fait, cette vidéo n'aurait jamais eu lieu si l'article avait été consensuel. Ça, c'est vrai. Et alors ça m'amène au deuxième point, tu vois? Elle écrit: «Bruce Lee n'a jamais fondé un art martial». Alors c'est historiquement faux, hein. C'est, complètement faux. C'est un fait, pas une opinion. Non. Bruce Lee n'a laissé ni traité structuré, c'est faux puisque comme je l'ai montré, il a écrit un bouquin sur sa vision du kung-fu chinois. C'est pas le Jeet Kune Do. Alors non, c'est pas le Jeet Kune Do, mais c'est sa version du Wing Chun Kung Fu amélioré, donc c'est déjà sa méthode à lui.
C'est une méthode, mais c'est pas une création. Moi, j'ai créé aucun art martial, moi, et pourtant, je pratique selon ma méthode, mais je ne me considère pas comme inventeur, loin de là. J'ai lu et je continue de lire plusieurs maîtres pour affiner ma compréhension et ma connaissance, et c'est ce que faisaient déjà les maîtres à l'époque puisque, ils connaissent les auteurs, médiévaux, les auteurs de l'époque Louis XV ou Louis XIV, ils les connaissent, donc ils ont lu aussi ces gens-là à l'époque, au 19e siècle, ils les lisent. Et donc eux aussi, ils construisent leurs méthodes sur les méthodes de leurs aînés, Ouais. mais ils n'inventent pas. Ils, dans le cadre AMF, qui ne s'appelait pas AMF à l'époque, mais dans le cadre escrime, on va dire, ils mettent au point une méthode qui leur est propre, mais qui n'est pas une invention. C'est très mal connaître alors justement, c'est là où tu vois, il y a un problème de contexte dans cet article. C'est très mal connaître, la façon de faire des arts martiaux chinois que de superposer cette pensée des AMF au monde des arts martiaux chinois. Dans les arts martiaux chinois, un maître, c'est un art martial. Il n'y a pas de système, global. En fait, ça, c'est la McDonaldisation des arts martiaux avec des entreprises qui ont des chefs, qui ont des CEO qui se passent le truc, tu vois, de génération en génération. Ça, c'est une codification qui date des années début 1900 en réalité. Avant, même au Japon, chaque maître a sa méthode. Et même si tu as des écoles, des Koryu, des vieilles écoles anciennes qui ont une lignée, etc., en fait, tu peux pas considérer, ou alors il faut vraiment argumenter, qu'il y a une méthode unique qui se passe sur des centaines d'années. La méthode évolue tellement que généralement, elle évolue. Je te donne un exemple. Le karaté, à l'origine, ça s'écrit avec des sinogrammes qui veulent dire main de Chine. Donc c'est sous-entendu kung fu, on est d'accord. Parce que en gros, ça veut dire art martial chinois, si tu veux. À partir de quel moment tu peux dire que c'est du karaté et que c'est plus du kung-fu? Puisqu'ils se sont passés, c'est une généalogie qui est établie et il n'y a pas de trou dans la généalogie, tu vois. On peut remonter aux maîtres chinois qui ont enseigné aux maîtres japonais. Donc, de ce point de vue-là, en fait, le karaté, c'est du kung-fu. Ben non. Parce que ça évolue et tu dois prendre en compte, historiquement parlant, les évolutions et tu dois dire, OK, là, ça a suffisamment évolué pour qu'on puisse dire c'est une réalité propre qui ne ressemble plus à sa réalité d'origine. Et en gros, pour le karaté, ça peut se discuter parce qu'il n'y a pas de truc stricto sensu acté. Mais pour le karaté, moi, je le place à Sokon Matsumura, qui est le professeur des 2 professeurs de maître Funakoshi qui a créé le Shotokan. Donc c'est 2 générations au-dessus. Le karaté, pour moi, commence à ce moment-là, parce que lui a beaucoup fait évoluer la méthode des arts martiaux chinois qu'il a reçue. Et donc sur son île, à Okinawa, il a créé, à partir de ce savoir-là, une méthode qui, on peut dire, lui était propre. Et c'est le début du proto-karaté, si tu veux. Toujours pareil, de 2 mondes différents puisque je prends par exemple le traité écrit par maître Dancy en 1622. Mhm. Le vocabulaire qu'il emploie et la forme des lames qu'il emploie est toujours le même aujourd'hui. Les termes d'escrime sont exactement les mêmes que ceux en 1600, même sous Saint-Didier, même sur Péloquin, hein, donc même plus tôt, hein, donc les termes sont les termes sont les mêmes, la logique est la même et la forme des lames aussi est la même puisqu'on est, l'épée olympique, on pas le fleuret qui est à lame carrée Ouais. et l'épée olympique est à forme triangulaire. Mhm. Cette forme triangulaire, c'est pas une vue de l'esprit, ça a pas été créé par l'épée de duel à la fin du 19e siècle, hein. C'est une forme de lame qui est très ancienne, qui découle de l'estoc. Ok. Donc en fait, on est sur une tradition, au niveau de l'escrime française qui est multiséculaire. Je peux pas dire 1000 ans parce que j'ai pas les preuves, mais qui est déjà au 16e siècle, elle est bien établie. Et tu considères donc, si je comprends bien, que la tradition reste la même et que l'art martial, entre guillemets, conserve ses principes, s'il conserve une majorité de ses caractéristiques d'origine? La langue, les principes, les outils. Mhm. C'est pour ça que moi, quand les gens me disent qu'ils font de la savate et qu'ils sont pieds nus, je dis: «Ben non, vous faites pas de savate». Et bah, tu vois, du coup, l'auteur de l'article, elle t'a pas compris parce que il a modifié la langue, il a modifié les principes, il a modifié les outils et il a créé son art martial. Enfin, Oui, oui, après moi j'ai pas lu le livre, hein, moi personnellement, donc je peux pas j'ai pas lu son livre, ça m'intéresse pas du tout. et puis surtout, on voit bien chez Bruce Lee une volonté claire, surtout dans ses lettres, quand on lit ses lettres, une volonté claire d'enseigner quelque chose de différent que ce que lui-même a reçu. Une volonté d'aller plus loin, d'améliorer, de changer et donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas créé d'art martial parce qu'il n'a pas mis une école avec un panneau Jeet Kune Do, mais on voit bien que dans son enseignement des arts martiaux, l'enseignement qu'il a poursuivi jusqu'au moment de sa mort, il enseignait une méthode qui lui était propre, qui était théorisée, parce que le Jeet Kune Do, il y a quand même justement des théories qu'il a prises sur d'autres arts martiaux, sur ce qu'il connaissait des arts martiaux chinois, sur le Tai Chi, sur le Wing Chun. Donc il a
pris dans ce qu'il connaissait et dans des apports extérieurs. Il a pratiqué le judo et le karaté quand il était aux États-Unis et il a créé sa méthode. On ne peut pas dire, en connaissant Bruce Lee, qu'il n'a pas créé d'art martial. Mais peut-être qu'il aurait vécu 10 ans de plus, la question ne pourrait même pas se poser. Ça, c'est probable. Mais je pense que même sans avoir vécu 10 ans de plus, il avait créé un nom, le Jeet Kune Do. Il avait dans le Jeet Kune Do des principes, puisque, je ne sais pas si tu sais ça, il faut que j'explique un peu pour les auditeurs. En gros, Bruce Lee théorise qu'il y a 5 scénarios qui peuvent se produire quand on est attaqué, disons par un coup de poing par exemple. Premier scénario, c'est le pire, c'est tu es touché, le coup de poing te touche, voilà. Deuxième scénario, c'est la parade. Tu vas chasser, et en fait, c'est ce qui correspond dans le Wing Chun à une déviation. C'est pas un blocage dur comme en karaté où le coup de poing vient s'écraser sur ton blocage, c'est une déviation souple, ok? Ça, c'est le deuxième scénario. Troisième scénario, c'est effectivement le blocage. Donc là, tu vas bloquer soit avec les coudes, soit avec les avant-bras, et le coup de poing va s'écraser sur ton blocage. Quatrième scénario, c'est l'esquive. Donc tu vas esquiver pour que le coup de poing aille dans le vent. Et cinquième scénario, qui selon lui est le meilleur, donc tu vois qu'on est passé du pire au meilleur, c'est l'interception. C'est-à-dire pendant que l'autre est en train d'armer, toi tu vas contrer dans le temps, et lui, il va avec son poids et son élan s'écraser sur ton contre. Là, c'est de l'escrime. Voilà, exactement, c'est un principe d'escrime, on est d'accord. Donc, le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte, elle part du principe que ce principe fondamental, c'est d'arriver à, dans des situations d'attaque frappée, toujours être en bonne position pour pouvoir réaliser ce meilleur scénario, le contre dans le temps. Dans le terme d'escrime, le coup de temps, c'est ce qui est considéré comme le plus beau des armes. Et donc la question se pose de savoir dans quelle mesure le frère de Bruce Lee, qui faisait de l'escrime olympique, a pu peut-être titiller la curiosité de Bruce Lee à ce sujet-là. Ah, c'est probable, hein, c'est probable. Je ne sais pas s'il s'est intéressé à l'escrime olympique, mais je sais qu'il s'est intéressé à l'escrime. Après, je ne sais pas précisément quelle forme. C'est pour ça que nous, tout est basé sur l'escrime et le maniement de l'épée seule. C'est parce que cette pratique regroupe tout, en fait. Elle regroupe tous les principes. Tu peux pas encaisser, parce qu'on n'encaisse pas un coup d'épée. Par effort, faire un blocage dur sur une lame adverse, ça empêche d'avoir une riposte dans le temps d'attaque. Donc on est dans la déviation, déviation-riposte, esquive-riposte ou coup de temps. Et donc dans le maniement de l'épée seule, de base déjà, en fait, il y a tout ce que dit Bruce Lee, en fait, oui, on le sait depuis plusieurs siècles en France, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire et c'est parce que c'est comme ça que ça marche. Et comment on sait que ça marche? C'est parce que peut-être il y a eu d'autres professeurs qui ont essayé d'autres méthodes et ils n'ont pas survécu. Et ça, à mon avis, c'est un principe qu'il n'a pas pris aux arts martiaux avec armes. Parce qu'en Wing Chun, tu connais un peu le Wing Chun ou pas du tout? Très, très peu. Bon, J'ai vu le truc avec des points là, c'est sur ouais, t'as dû voir Hitman, ouais, les films, voilà. Alors, en Wing Chun, tu auras peut-être remarqué dans les films, l'acteur Donnie Yen, il fait ça bien. C'est l'inverse du karaté en termes de philosophie. En karaté, la philosophie, c'est que quand il va frapper ton adversaire, toi, tu vas littéralement lui flinguer les membres en bloquant dur sur ses membres, sur ses avant-bras, sur ses coudes, etc., sur ses poignets. Et donc, il aura plus envie de frapper parce qu'à chaque fois, il se prendra des blocages extrêmement durs. En Wing Chun, c'est exactement l'inverse. Tu vas dévier d'une main et en même temps, tu vas contrer de l'autre. Et en fait, si tu veux, c'est le contre dans le temps, mais à main nue. C'est-à-dire, en même temps que tu dévies et que tu sors de l'axe, tu places ton contre et tu vas donc écraser ton contre sur sa tête tout en déviant. Et si tu veux, je pense que sa philosophie du Jeet Kune Do, elle part de ce principe fondamental du Wing Chun qui est de réussir à contrer dans le temps. Et elle intègre des choses qu'il n'y a pas dans Wing Chun, par exemple le Jiu-Jitsu, les amener au sol, les clés articulaires au sol. Bruce Lee s'intéressait beaucoup, il a fait du judo aux États-Unis. Et donc, il a intégré à ce contre dans le temps ce principe aux prises. Quelqu'un essaie de te projeter, hop, tu vas changer d'angle, passer en dessous pour le projeter à ton tour et contrer dans le temps. Et donc, à mon avis, tu vois, le paragraphe qu'a mis cette dame à propos de Bruce Lee n'a jamais fondé d'art martial. Sur chaque point, c'est faux. Il a laissé un traité structuré et il a laissé suffisamment de notes pour qu'on crée la méthode de combat, puisqu'il avait carrément, en fait, il avait pratiquement fini d'écrire le bouquin, si tu veux, avant de mourir, la méthode de combat. Donc si tu veux, c'est vrai qu'il est mort, donc il ne l'a pas publié. Mais il y a même les photos, il avait déjà pris les photos dans tous les angles et tout, donc il avait déjà fait un traité. Il n'y a pas de corpus pédagogique, c'est faux, parce que dans son traité, il explique comment apprendre, et comment apprendre, c'est la base de la pédagogie. Et puis ses élèves ont expliqué aussi par la suite, en particulier Dan Inosanto, qu'il avait une façon d'enseigner qui était très particulière et qui lui permettait de s'adapter aux différents publics, ce que ne faisaient pas les karatés, où c'est des rangées de gens qui font tous pareil. ce que tu m'expliques, pour moi, c'est des AMF, quoi. Mmh. C'est là aussi dans la pédagogie, dans la forme d'apprentissage. Mais On lit dans je les traités, pense... encore une fois, il y a la vision japonaise est un non-sens pour les AMF. Et je pense justement
que la vision japonaise stéréotypée qui s'était développée dans ce contexte particulier des États-Unis aux années 50-60 était en fait la seule de ce type-là. Tous les autres arts martiaux, que ce soit le Wing Chun, tous les styles de Kung Fu, le karaté d'Okinawa, pas celui du Japon stéréotypé, même le judo dans une certaine mesure, tous les autres arts martiaux, et en particulier la boxe, parce que la morphologie compte beaucoup en boxe, donc il faut s'adapter à la morphologie, tous les autres arts martiaux intègrent cette vision qu'il faut s'adapter au public. Tu vas pas enseigner à un mec qui a le physique de Mike Tyson comme à Karim Abdul-Jabbar qui fait 2,30 m et qui est fin comme ça, tu vois, c'est aucun intérêt. Et on ne demande pas à un poisson de savoir grimper aux arbres. Et donc, tous les points qu'a évoqué l'auteur sur ce truc, Bruce Lee n'a jamais fondé un art martial, tous pour moi sont contredits par la réalité historique. Il a laissé un traité structuré, il avait un corpus pédagogique, il avait un système transmissible et stabilisé, puisque le Jeet Kune Do, c'est un système qui intègre le fait d'aller chercher à partir d'une base de Wing Chun. Et tu vois, ni école théorique cohérente sur plusieurs générations. Non, c'est pas vrai. Jusqu'à nos jours, 60 ans après, il y a Danilo Santo qui enseigne son système. Dans mes notes, quand même, j'ai trouvé des trucs qui vont pas forcément dans ton sens, même plutôt contre. Vas-y, dis-moi. Parce qu'il y a quand même apparemment des guerres intestines au niveau du Jeet Kune Do. Il y en a, ouais. Entre ceux qui voilà, c'est là. C'est ce que j'en ai compris, en tout cas, hein. Entre ceux qui sont plutôt dans une fidélité technique de Bruce Lee et puis ceux qui sont dans une fidélité philosophique dans le sens de pas être dans la copie de Bruce Lee. C'est ça, t'as bien compris en plus, c'est ça, ouais. Donc déjà, il y a 2 écoles, qui sont faites post-mortem où les gars Un peu plus, mais ouais. Donc on a déjà, ils s'entendent pas sur la base, quoi. Donc on peut pas dire que le message de Bruce Lee a été clair. Moi, si tu veux, quand, on lit Charlemagne, quand, on a fini de lire Charlemagne, on a compris la même chose. Alors, je vais te contredire sur la base de l'ésotérisme et de la religion, tu vois, c'est très clair. Tu peux dire que le Christ a laissé un message clair qui est « aimez-vous les uns les autres », mais après, tu as plusieurs traditions. Tu as les évangélistes, tu as les orthodoxes, tu as les chrétiens catholiques, tu as les protestants. Et en fait, tu peux pas dire « lui a échoué parce que les autres n'ont pas compris son message » ou dire « ils n'ont pas compris son message » alors que la réalité, c'est que c'est des luttes politiques et économiques. Sur le cas de Bruce Lee, ça ressemble beaucoup au cas de Gishin Funakoshi. Gishin Funakoshi, il a enseigné le karaté Shotokan au sein des universités et du dojo Shotokan au Japon. Il a enseigné un message clair qui était assez structuré, il a beaucoup codifié sa méthode, mais après sa mort, ses élèves, ils se sont fait des guerres qui étaient plutôt économiques sur qui possédait la vraie méthode du maître, tu vois. Mais ça ne veut pas dire pour autant que lui, Funakoshi, n'avait pas légué un message clair et structuré. C'est simplement qu'à post-mortem, ils se sont fait une guerre qui est plutôt économique pour savoir qui était le vrai disciple. Moi, je pense que c'est vraiment le premier message de Bruce Lee qui est de prendre ce qui était bon et rejette ce qui était pas bon. Pour moi, je pense que ça, c'est la genèse du problème, en fait. C'est possible, parce que, en fait... Parce que l'interprétation est quand même vachement grande. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ça le message de Bruce Lee, en fait. C'est de dire, ne vous limitez pas. Et ça pose un problème dans la codification de l'art martial. En fait, si tu pars du principe que l'art martial, il doit être codifié techniquement avant d'être codifié philosophiquement, tu vas avoir un gros problème avec Bruce Lee. Parce que, justement, pour Bruce Lee, le code source, c'est de pouvoir évoluer. Donc, si tu peux évoluer, forcément, dans 50 ans, ça ressemblera plus à 50 ans en avant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre posé. Alors, si, il y a un cadre théorique, mais le cadre technique, il est fait pour pouvoir évoluer. Je te donne un exemple, c'est l'aïkido. Tu dois connaître un peu l'aïkido. L'aïkido, c'était une méthode de défense qui était tout à fait efficace dans les années de sa création, c'est-à-dire fin 19e, début 20e siècle. Ça correspondait tout à fait à la manière de se battre des gens dans le Japon de ces années-là. Parce que les gens, la boxe anglaise n'était pas encore, et les frappes n'étaient pas encore répandues et connues du grand public. Donc les gens, ils avaient tendance à s'agripper et à se jeter au sol quand ils se battaient, si tu veux. Donc pour ça, l'aïkido, c'est parfait, parce qu'il va commencer par t'agripper. Donc tu as toutes les clés de poignet, les clés de coude, tu vas le foutre au sol. Il est adapté au contexte. Exactement, sauf que c'est tellement rigidifié au niveau codification que le contexte évoluant et la boxe anglaise faisant qu'on a plutôt tendance de nos jours à frapper avant d'agripper, et ben c'est plus du tout efficace parce que c'est plus adapté au contexte. Et maintenant l'aïkido, c'est, désolé de le dire, c'est un peu la risée des arts martiaux sur les réseaux sociaux. Et en fait, je suis désolé. Je me désengage d'écrire contre l'auteur. Et justement, c'est là où c'est intéressant. Tu as des formes d'aïkido modernisées. Je pense par exemple à l'aïkido de Léo Tamaki qui est à Paris. Qui contourne ce problème en disant mais on peut faire évoluer la discipline pour la rendre cohérente avec notre contexte actuel.
Et en fait, Bruce Lee, ce qu'il a voulu éviter, c'est ça. C'est de créer une méthode tellement codifiée qu'elle peut plus évoluer et qu'au bout de 50 ans, et pour moi, le Jeet Kune Do, en fait, c'est l'art martial de tout le monde. C'est-à-dire, toi, tu fais du Jeet Kune Do dans ta pratique des AMF, moi, je fais du Jeet Kune Do dans ma pratique de la boxe, du karaté. Chacun a son Jeet Kune Do. Le Jeet Kune Do, c'est tu fais ce que tu veux dans le cadre que tu t'es imposé. Ouais, je suis vraiment pas amateur de ce genre de truc, tu vois. Par contre, déjà, moi, Jeet Kune Do, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, de base, je peux pas faire quelque chose qui est sémantiquement parlant, je n'ai strictement aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, si on me l'explique pas, alors que si rien que le mot me dit, ben, je vais pratiquer de la savate, bon, ben, tu connais un peu le français, tu sais que savate c'est une chaussure, bon, ben, tu vas donner des coups de chaussure. Oui. Je vais pratiquer de l'épée seule, ah, bon, ben, la pratique est dans le titre. Donc, je peux pas me. Ça fait. Techniquement, on rentre dans un. C'est pas de la piraterie, mais c'est quand même dans une forme de forfaiture, tu vois. Parce que. Bah, Danilo Santo, tu dois connaître son élève le plus connu, Danilo Santo, ça dit quelque chose? C'est Salem Asli, je crois. Il y a oui, en France, il y a Salem Asli, effectivement. Aux États-Unis, c'est Dan Inosanto. Il y a aussi eu d'autres personnes. Dan Inosanto, au début, il faisait du karaté quand il a rencontré Bruce Lee. Après, donc, il a fait du Jun Fan Kung Fu et du Jeet Kune Do. Donc, si tu veux, Jun Fan Kung Fu, c'est le Kung Fu de Jun Fan. Jun Fan, c'est le nom de Bruce Lee en chinois. Donc, il a commencé avec Bruce Lee à faire un peu des arts martiaux chinois. Il a commencé à faire du Jeet Kune Do parce que Bruce Lee avait fait vraiment évoluer sa méthode et ça a commencé à devenir du Jeet Kune Do et Bruce Lee est mort. Et Dan Inosanto, il aurait pu dire, bon, bah écoute, je prends les techniques qu'a codifié Bruce Lee, celles qu'il faisait jusqu'à sa mort, et je les enseigne et basta. Mais lui, il a compris la philosophie de Bruce Lee qui était de faire évoluer la méthode, celle dont je parlais que les maîtres japonais avaient complètement balayée. Et donc, il a intégré dans son Jeet Kune Do le Kali Eskrima, le jiu-jitsu brésilien, et même à 70 ans, il s'est mis à la capoeira, ce fou. Pour moi, c'est de la piraterie. C'est clairement de la piraterie. Il a fait une soupe qu'il appelle Jeet Kune Do parce que la phrase clé de Bruce Lee lui permet de faire sa soupe. En fait, ça retombe exactement dans ce que je définis. Il a picoré à droite à gauche. Et en plus de ça, parce que ça, c'est aussi, il faut le dire, hein, moi, de ce que j'ai lu quand même, c'est que Bruce Lee est quand même né aux États-Unis. Hein, je crois que sur la page Wikipédia, je crois que j'ai vu, il est né aux États-Unis. Ça reste un Américain et les Américains ont ce génie de monétiser des trucs qui sont pas à eux. Alors, il y a deux trucs dans ce que tu dis qui m'interpellent. D'abord, c'est l'aspect mercantile. Je suis pas sûr. Alors, Bruce Lee vendait ses cours particuliers sur des vieux parkings aux États-Unis à $100 de l'heure, ce qui pour l'époque est un prix exorbitant. Hein. Donc, il avait un aspect mercantile. Ces films. Et il y avait ses films. Et une promotion. Le jour où moi je peux faire des films à Hollywood pour promouvoir les arts martiaux français, dans 6 mois, on a 4 millions de personnes adhérents à Amical. Non mais Alors, bizarrement, ce qui est fou, c'est que ces films ont beaucoup profité au karaté, surtout en France. Quand ces films de Bruce Lee sont arrivés en France, et les gens faisaient pas trop la différence entre karaté. ils connaissaient pas, c'est pareil. Tu vois, c'était du pareil au même pour eux. Ouais, Bien sûr, exactement. mais pour l'époque, ils voyaient pas la Mais l'aspect mercantile, je pense que c'est là où il faut rentrer dans l'analyse précise et pas se contenter d'une analyse globale. Je pense pas que les évolutions de sa méthode soient comment dire, motivées par un mercantilisme. Je pense, parce que s'il avait voulu faire ça, il aurait dit « Je suis élève d'Ip Man, c'est une tradition qui est très ancienne de Kung Fu, je vous apprends le Kung Fu et basta. » Et il fait du pognon avec ça, tu vois. C'est un enfant de la balle quand même. Hein, Après, c'est très raciste de dire « C'est un Américain, donc… » Non, c'est pas raciste, c'est factuel. Je veux dire il y a suffisamment d'exemples où ils ne sont pas inventeurs. La mentalité. En fait, c'est du génie qu'ils ont, puisqu'ils arrivent sans être inventeurs, à pouvoir acheter au bon moment les brevets des choses qui paraissent inutiles ailleurs, notamment en France. Et 10 ans plus tard, ils font fortune avec, quoi. C'est du génie. Et, Alors, il y a ça, mais de mon point de vue, en tous les cas, en histoire, tu peux pas faire une globalité à partir d'une nation ou d'une. Non, mais on s'aperçoit quand même des brevets qui n'ont pas marché en France font fortune aux États-Unis, quoi. J'ai des exemples, j'en ai des dizaines en fait. Et tu vois, pour en revenir à l'article, sur le paragraphe qu'elle donne, je suis d'accord avec l'ensemble des points qui sont juste après ce qu'elle dit sur Bruce Lee n'a pas fondé un art martial. Donc, quand elle dit ni très structuré, etc., tout ça, j'ai démenti. Par contre, quand elle dit le Jeet Kune Do n'est pas un art martial au sens historique, bon, ça c'est faux. Et quand elle dit c'est une démarche personnelle, contextuelle et indissociable d'un individu précis, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense, personnellement, Bruce Lee n'aurait pas été acteur de cinéma, le Jeet Kune Do serait resté un truc de niche. Il serait peut-être même mort 15 ans après sa mort. C'est possible parce que c'est même probable parce que même de nos jours, le Jeet Kune Do c'est resté un truc de niche. Tu connais des pratiquants de Jeet Kune Do en France? Moi, je connais même pas de club.
J'en ai croisé un ou deux sur des stages, ouais. Et encore, souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que des gens qui ils disent qu'ils pratiquent le Jeet Kune Do, mais en gros, ils ont copié 3 coups de pied qu'ils ont vus dans un film et ils viennent pas d'un club de Jeet Kune Do, tu vois? Et là, tu vois, je vais te faire un parallèle avec un truc historique, enfin, un truc historique, oui, historique, qui a été créé, fin 19e, début 20e, qui s'appelle le Barktitsu, Ah oui, je connais très bien. Oui, oui, oui. qui reprend exactement les mêmes principes, de Oui. picorer à droite à gauche pour faire le truc ultime qui marche, qui défonce tout. Le fait est que les pratiquants de le Barktitsu n'a jamais décollé. Le Alors le Bartitsu, c'est quand même très différent pour 2 raisons historiques. C'est que premièrement, c'est une transcription du Jiu-Jitsu en Angleterre, je crois que c'est en 1890, quelque chose comme Ouais, ça. dedans, il y a de la canne française et de C'est la ça, savate et de la boxe anglaise. c'est ça. Donc, mais l'idée quand même était de picorer donc sur 3 traditions différentes, tout fondre dans un creuset pour faire le Bartitsu. Bon, le seul pratiquant vraiment, qui a marqué les esprits, c'est Sherlock Holmes, quoi. Ça reste un personnage fictif. Les films de Bruce Lee, si Bruce Lee est un acteur réel, les personnes qu'il incarne sont quand même des personnages fictifs. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Il y a des dégâts qu'il prend dans les films, une personne normale survivra en fait, je pense qu'une personne normale ne survit pas à un Bah, je pense à Opération Dragon, tu vois? Il prend un coup de griffe en métal sur le torse, normalement, il t'ouvre le torse en 2 et c'est fini, tu voilà, vois? donc tu vois, tu vois où je veux en venir aussi? Il y a Alors, la partie mystification liée au film, moi, je la rentre pas dans le Jeet Kune Do. Je fais bien la part des choses, c'est-à-dire les films, c'est du cinéma, c'est de la fiction. Le Jeet Kune Do, si on veut critiquer la méthode et le prof qu'il était, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment. Alors, effectivement, le Jeet Kune Do a alimenté, comment dire, un culte de la personnalité de Bruce Lee qui a parfois amené les gens à pratiquer l'art martial. OK, mais analyser l'art martial en tant que tel, je l'analyse pas au jour des films parce que dans les films, c'est et puis dans les films, il faisait des trucs qu'il aimait pas faire. Dans ses lettres avec Chuck Norris, on voit par exemple que, tu sais, pour la caméra, tu peux pas faire des mouvements très courte distance, ça se voit pas, c'est pas visuel. faut que ce soit visible, il faut que ce soit Donc il mettait des gros crochets larges. Tu vois, à un moment dans son combat contre Chuck Norris, il met une série de 3 gros crochets larges et tu dis: «Mais jamais tu» enfin, tu vois? Et puis normalement, dès le premier crochet large, même Chuck Norris ou pas, tu prends un gros crochet large dans la mâchoire, tu tombes, tu as pas besoin de 3 quoi, voilà. bah, c'est comme les Donc films de Jackie Chan où, oui, voilà. Il faut bien faire la part des choses entre le sport-spectacle et la méthode qu'il a essayé de créer et à mon avis, tu vois, dans cet article, la femme qui a écrit l'article, elle fait pas la part des choses. Elle prend le mythe et elle le mélange à ce qu'elle connaît de la méthode et à mon avis, il faut bien critiquer du point de vue du mythe, le mythe et du point de vue de la méthode, la méthode. Et tu peux pas mélanger les 2, c'est pas possible. Et alors ce qui est intéressant, c'est surtout la suite. Mais avant de parler de ça, je voudrais dire un truc qui me semble important. On a parlé depuis le début de l'interview de picorer dans plusieurs disciplines, ok. Je ne sais pas si on peut analyser l'activité de Bruce Lee de ce point de vue-là. Je t'explique. Il y a parfois des pratiquants, tu dois en connaître, qui sont spécialistes d'une méthode et qui ensuite vont voir ailleurs. oui, Ok. Je donne un exemple que les gars de ma chaîne connaîtront, c'est Hironori Otsuka, c'est le gars qui a créé le karaté Wadoryu. C'était un maître de Jiu-Jitsu. Donc, il avait le Menkyo Kaiden, le diplôme d'enseignement du Jiu-Jitsu, légataire d'une école et tout, avant même de commencer à pratiquer le karaté. Et après, il a créé le karaté Wadoryu. Et donc, il a fait, je sais pas, 20 ans de Jiu-Jitsu, ou je vais peut-être dire une connerie parce que je me rappelle plus, mais il a fait beaucoup de Jiu-Jitsu avant même de pratiquer le karaté. Et à mon sens, on peut pas dire. En tous les cas, pour certains, effectivement, tu as des pratiquants qui vont picorer, ils prennent une technique, mais pour certains qui sont spécialistes d'une méthode et qui ensuite vont vraiment chercher sérieusement dans une autre, on ne peut pas dire qu'ils picorent. non, non Ils et deviennent spécialistes des je deux. suis d'accord avec toi parce qu'il y a déjà un socle solide. Exactement, exactement. Il y a déjà un socle solide. Et à mon avis, pour Bruce Lee, Le socle solide pour Bruce Lee, il y est, c'est le kung-fu. oui, Ça c'est pour moi, c'est évident, c'est pour ça que je fais quand même la différence. Bruce Lee quand même est expert dans une chose et à partir de cette chose, il est allé, il a commencé à explorer. oui. Et à mon avis, on ne peut pas dire de Bruce Lee qu'il a picoré. Alors, pour certaines choses, oui. Pour certaines choses, oui. Par exemple, pour le jiu-jitsu brésilien, à l'époque, les clés articulaires au sol étaient peu enseignées parce qu'elles existent dans le judo. On appelle ça le newaza, les techniques au sol. Mais elles sont quand même peu enseignées puisque les règlements de judo, tu sais, c'est la projection qui fait que tu as un point, tu as ippon. Et après, tu as des règlements spécifiques pour les techniques au sol. Mais en général, les gens voilà, cherchent à se projeter. En judo, les projections debout sont quand même une partie plus importante du travail. Et donc lui, quand il a commencé à s'intéresser aux clés au sol, il a donc consulté des ouvrages, il a consulté des professeurs, etc. Mais là, il a picoré parce qu'à son époque, il n'y avait pas encore suffisamment, tu vois,
de contenu disponible pour lui à Seattle. Il serait allé à Rio de Janeiro ou à Sao Paulo, il aurait vu la famille Gracie. Bon, là, il aurait pu, tu vois, vraiment apprendre. Tu vois, ouais, je vais citer mon exemple personnel, pour qui vaut ce qu'il vaut. Donc avant que je connaisse les AMF, je voulais complémenter ma boxe française sportive avec un aspect, lutte, contrôle du corps. Mmh. Donc je me suis dit: «Beh, je vais aller faire du jiu-jitsu». Donc je me suis inscrit à un club de jiu-jitsu à Rodez. Bah, j'ai fait 3 cours. Pourquoi? Parce que en fait, le factuel, c'était: moi, je me bats avec des chaussures, donc il y a toute une composante chaussure, usage des jambes et faire mal avec la chaussure et avec le jiu-jitsu, on a une composante pieds nus qui ne prend strictement pas en compte le fait de la chaussure et les techniques que je commençais à avoir ou que je voyais les Ouais, anciens ouais, faire. Je ouais. me disais: «Quand on rentre dans le cadre de la chaussure et de l'usage de la savate, il y a des problèmes, quoi» et il y a des, Ah bah, tu peux pas lier les 2 trucs parce que c'est pas lier les 2 antinomique. parce que il faut que tu es obligé de supprimer un des 2 pour que l'autre fonctionne pleinement. C'est ça. Alors que, depuis que j'ai découvert la lutte française, notamment par les traités, eh bien, en fait, tu n'as besoin de rien supprimer. Hormis si tu conventionnes pour pouvoir, pousser l'enseignement, tu vois? Mais, quand tu décides de mettre les 2, de lier les 2 dans un même assaut, eh bien, en fait, tout s'accorde très bien puisque déjà le postulat de base, je suis chaussé et même la garde de base, la position de garde de la lutte française à l'époque, c'est la même que la boxe et Mmh les mh. les les profs de lutte disent: «Prenez cette garde, c'est celle qui va le mieux», en parlant de la française. Parce que ça permet d'avoir cette liaison pied-point lutte beaucoup plus facilement Ouais. tu vois, c'est là où je veux dire, c'est que quand le socle culturel n'est pas le même et que le postulat de base, même la façon de vivre, de s'entraîner n'est pas la même, il y a des Des bugs. fois, Toi, tu tu peux pas lier des trucs. peux pas les relier. C'est un truc qu'on connaît très bien en France parce qu'il y a un art martial en France qui s'appelle le Yosekan Budo. Tu en as entendu parler peut-être? Oui, oui, oui. Donc, j'explique vite fait pour les auditeurs. Maître Hiro Mochizuki était un maître de karaté qui est arrivé en France en 1957 pour Et qui a propager le rencontré Shotokan. Roger Lafont, hein, au passage. Exactement, qui était un des premiers du cercle restreint de Henri Play qui a introduit le karaté en France. Bon et donc si tu veux, Maître Hiro Mochizuki est arrivé en France pour diffuser le karaté Shotokan. Après, il est reparti au Japon. Il est revenu en 62. Entre-temps, il avait appris le Wadoryo. Donc déjà, il connaissait le karaté de 2 écoles différentes et en plus de ça, son père, Minoru Mochizuki, était légataire d'une tradition martiale, assez vaste avec l'aïkido Mochizuki, le judo et cetera. Bon bref, c'était un élève de Jigoro Kano. Donc si tu veux, Hiro Mochizuki, quand il est arrivé en France, il avait un projet, c'était de développer le karaté, mais son père l'avait quand même chargé de la mission de créer un art martial, complet. Ce qu'au Japon, ils n'avaient pas réussi à faire dans sa famille. En fait, au Japon, ils enseignaient le karaté, l'aïkido et le judo séparément, et un peu le maniement des armes, mais ils n'avaient pas réussi à lier le tout, tu vois. Et Hiro Mochizuki, quand il est arrivé en France, il a essayé de lier le karaté, les projections de judo, il s'est intéressé à la boxe française, et en fait, il a dit, mais en fait, karaté et judo, tu peux pas lier les deux facilement parce que karaté, c'est trop longue distance. Tu sais, tu démarres les actions très loin en karaté Shotokan. Les prises de judo, il faut être à très courte distance, donc entre les deux, tu dois rentrer dans l'adversaire, tu pas de méthode pour rentrer, ça colle pas. Et en plus, le karaté, c'est trop rigide et le judo, c'est trop souple. C'est antinomique, tu vois. Donc il a dit, on va adopter d'autres façons de faire. Il a incorporé des mouvements de boxe et en fait, il a dit, la garde de boxe, elle est plus fermée, plus rigide. Je peux frapper à plus courte distance. Ça, c'est bien pour le judo. Et il a créé les bases, on va dire, théoriques du Yosekan Budo à partir de la boxe anglaise, du judo et de quelques apports dont il était maître. Et tu vois, plutôt que de forcer le maillage de 2 trucs qui n'allaient pas ensemble, il s'est dit: «Bah, écoute, on va prendre la tangente, on va incorporer quelque chose d'autre et ça va faire le liant», ce que tu appelais le liant tout à l'heure. Et je pense que Bruce Lee a fait un peu ça, dans une certaine mesure, et ses élèves aussi. Danilo Santo en particulier, il n'a pas essayé de forcer les trucs qui n'allaient pas ensemble par définition. Il a au contraire incorporé des trucs qui allaient bien. Par exemple, il est devenu expert du Kali Eskrima, et le Kali Eskrima, c'est une pratique avec des armes qui ressemble pour beaucoup à la pratique des armes en Wing Chun. En Wing Chun, ils ont les couteaux papillons qui sont justement des couteaux utilisés par les pirates dans la mer de Chine. Donc tu vois, comme quoi on y revient. Et en fait, le Kali Eskrima et le maniement des couteaux papillons en Wing Chun, ça ressemble beaucoup. Il y a des principes qui sont communs. Et donc, si tu veux, il a pris ça exprès parce que ça va bien. Il n'a pas incorporé un truc sur lequel il est allé picorer au hasard. Et je pense que c'est ça qu'il faut reconnaître aux pratiquants d'arts martiaux, c'est que ceux qui sont maîtres dans une discipline ou qui sont, tu vois, depuis quelques années qui pratiquent, en général, ils sont intelligents. Quand ils incorporent quelque chose, c'est que ça leur va bien. Tu vas pas incorporer un truc qui est antinomique. Ça vient combler ça vient répondre à une problématique dont ils n'avaient pas la réponse.
C'est ça et encore qu'il aurait pu, tu vois, je pense qu'il aurait pu s'intéresser plus au couteau papillon dans le Wing Chun, mais c'est une pratique qui est entre guillemets «traditionnelle». C'est-à-dire que c'est resté un peu figé des années, 1940-50. Le Kali Eskrima a beaucoup plus évolué depuis ces 30 dernières années, donc il y a des façons de manier les bâtons, en particulier les bâtons courts en Kali Eskrima qui sont beaucoup plus évolués que le maniement des couteaux papillons en Wing Chun. En tous les cas dans le Wing Chun traditionnel et en fait, si tu veux, c'est là où je veux en venir, c'est que picorer, c'est effectivement quelque chose qui est à mon avis à bannir parce que tu vas perdre du temps à essayer d'incorporer, de mêler ensemble des trucs qui vont pas. Par contre, quand tu es maître dans une discipline ou quand tu as suffisamment d'expérience pour savoir ce qu'il te faut et pourquoi il te le faut et de l'incorporer à un système qui est cohérent, là, tu peux plus parler de picorer, tu vois? Pour Danilo Santo et pour certains élèves de Bruce Lee, à mon avis, ils ont fait un truc qui est cohérent. OK. Ouais. Tu vois, Bruce Lee, il a quand même pris des techniques de savate, hem, et déjà la langue est pas la même. Ouais et en plus, l'objectif de Bruce Lee, c'est pas le même que l'objectif de Cus parce que Cus, c'est de permettre à son poulain de vaincre dans un combat compétitif, sportif, alors que Bruce Lee, c'est de la self-défense. Est strictement cadré pour Cuss, alors que ouais, oui, pour Bruce Lee, on est plus dans une idée d'autodéfense, ouais. Mais quoi qu'il en soit, on va revenir un peu sur l'article. Donc, on a évoqué les 2 premiers points. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi Bruce Lee est l'idole rêvée des pirates? Je suis d'accord avec le titre, mais pas avec les points qui sont évoqués. C'est-à-dire qu'effectivement, Bruce Lee permet, par des gens qui comprennent mal son système, de justifier tout et n'importe quoi en disant: «Mais je prends ce que je veux» et ça, je suis d'accord avec toi, tu vois? Des gens qui comprennent pas du tout le système de Bruce Lee ou sa façon de penser, qui ont pas lu ses bouquins ou qui et qui vont dire: «Bah, en fait, il permet de justifier tout et n'importe quoi et d'avoir des mecs médiocres» et dans ce sens-là, je suis d'accord avec le titre de Je l'article. pense que l'autrice était vraiment plus dans cette idée générale, en fait, que la pensée de Bruce Lee permet de justifier la médiocrité des C'est personnes qui ça, veulent pas c'est-à-dire se plonger dans le truc. exactement. En fait, il ne s'agit pas de la pensée de Bruce Lee elle-même, il s'agit de la mauvaise interprétation volontaire de cette, façon de penser par des gens qui voudraient justifier leur médiocrité. C'est pour ça qu'on parle de mythe et on parle pas vraiment de Bruce Lee à la base, quoi. Et du coup, dans ce paragraphe, elle met: «Grâce à lui, on peut mélanger boxe, karaté, lutte, armes et cetera. Refuse toute critique systémique, balayer les objections» et en fait, là, on voit bien qu'elle parle pas de Bruce Lee lui-même, elle parle de la torsion de sa D'après compréhension. Bruce Lee, le poste C'est c'est ça. ça, par des gens qui l'ont pas connu ou qui ont pas compris son système. Tu peux effectivement utiliser la philosophie du Jeet Kune Do et arriver à créer un système cohérent et cetera, mais que pour certaines formes de pratiques, tu peux pas légitimer ça en disant: «Non mais je mets ce que je veux dans le système et ça va bien finir par coller». Non, ça marche pas comme ça. C'est ce que j'appelle la fête du slip, tu vois? C'est, C'est ça et du coup, quand elle met sur le paragraphe suivant: «Comparaison cruelle, pourquoi les traditions sérieuses dérangent?» Là, pour moi, elle fait un biais dans sa critique parce qu'elle part du principe que la tradition de Bruce Lee est pas sérieuse. Non, c'est sa non-compréhension volontaire par des gens qui est pas sérieuse, mais la tradition de Bruce Lee, pour moi, elle est sérieuse. En tous les cas, aussi sérieuse que le karaté moderne ou que le judo ou d'autres trucs, tu vois? moi personnellement, je pense que la question se serait pas posée s'il était pas mort à 30 ans, quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ça, on le sau alors je suppose, parce que vu les travaux qu'il avait initiés et sa bibliothèque qui était plus grande que la mienne, pourtant la mienne, elle s'effondre sur elle-même, heu, je pense qu'il était parti pour, faire des recherches poussées et pour continuer. Tu vois, très souvent, les gens disent: «Le MMA, en fait, c'est ce que Bruce Lee aurait voulu faire à son époque». C'est-à-dire une pratique sportive, mais qui intègre, plusieurs façons de faire et qui est pas limitée par soit les percussions, soit que les projections, soit que le combat au sol ou que le combat debout. Une pratique globale, sportive, ou voire même de self-défense, un peu comme, le Yosekan Budo qui est un système cohérent, qui intègre les apports de plusieurs disciplines. Je pense qu'il était parti pour ça, tu vois? Vu la trajectoire, mais on peut pas l'affirmer parce que, bah Ça semble très crédible et qu'il aurait tendu vers ça. Et je pense même que le temps faisant, parce qu'il était franchement 30 ans, c'est jeune encore, avec toute l'expérience qu'il pouvait avoir, tout ça, ça reste quand même encore jeune. Il y a encore de la ouais. marge pour faire mûrir la pensée et il est possible que vers 40-45 ans, il aurait posé vraiment quelque chose de, pas de codifié, mais le cadre, vraiment un cadre d'action de le fait en disant que, bah, si tu sors de ce cadre, dans ce cadre donné, c'est du Jeet Kune Do, mais si, tu sors de ce cadre, on peut plus parler de ça. Malheureusement, à 30 ans, il n'avait pas fini de développer son système et que tout ce qui a été fait après, ce sont sur des a priori, des modifications par les personnes qui se sont revendiquées continuatrices de sa tradition, mais c'est plus vrai non plus.
Ça pareil, on voit, je le vois avec des exemples pour la boxe française. Il y a, la famille Charlemont a formé énormément de professeurs. Beh, les professeurs, enfin les prévôts devenus professeurs, beh, après ils ne se réclament plus de la méthode Charlemont, c'est la méthode de leur nom à eux, quoi. Ouais, ça correspond à la tradition en Chine, ça tu deviens ta propre méthode. On voit la Tu regardes la technique, tu dis: «Bah oui, on sait d'où il vient». C'est factuel, quoi, mais il y a quand même il y a des termes qui vont changer, il va y avoir des micros, enfin des détails ou des apprentis Oui, de qui toute vont façon, changer. en sociologie, on part jamais du principe qu'une pratique, quand elle est transmise, elle peut être transmise sans modification. C'est impossible. Voilà, le simple processus de transmission lui-même induit la modification. Oui, parce que le bah, rien que même on voit entre le Roger Lafont et son fils, Jean. Jean, a été formé, par son père, hein, et beh, la vision de Jean n'était pas la même que celle de Roger. Ouais, ouais, Parce ce qui est tout qu'ils à fait étaient en normal. contact, continuel, quoi, je veux dire. Même de père à fils, on n'a pas du copier-coller. Même les Charlemont, c'était pareil, il y a même eu, le père qui a fait un procès au fils, je sais plus pourquoi, pour une histoire, quoi. Donc À mon avis, c'était une histoire de pognon, si je me oui, souviens c'est bien, pas hein. possible. Donc même le fils avait une autre approche, qui n'était pas par rapport au père, mais parce qu'ils avaient pas la même histoire. Le père a fait la guerre, il a été dans l'armée impériale, il a fait la campagne d'Algérie, il a participé à la Commune de Paris, il a été, condamné à mort par contumace, donc il a fui en Belgique et tout ça. Ouais, Heu je me rappelle son histoire. le fils, bon, il a pas eu autant de péripéties. Donc forcément là, c'est pas la même pratique. Et c'est là où, à mon avis, l'auteur de l'article a fait un amalgame entre la mauvaise compréhension qu'ont certaines personnes de Bruce Lee et le véritable système qu'il a légué qui, pour moi, est cohérent. C'est possible, hein. Et c'est là où ça nous amène au paragraphe. Le paradoxe ultime, Bruce Lee trahi par ses héritiers. Elle dit: «Ceux qui se réclament de Bruce Lee font exactement ce qu'il méprisait. Répètent sans comprendre, accumulent sans intégrer, bricolent sans maîtriser». Et là, elle fait une généralité qui, pour moi, en tant qu'historien, est inacceptable. C'est-à-dire, tu peux pas dire: «Les élèves de un tel font tous comme ça». Dans tous de la meilleure foi. Faut analyser. Tu fais de l'ethnologie ou soit tu fais une analyse sur les techniques. Donc là, tu prends des vidéos de ces gens-là en train de pratiquer, tu dis: «Voilà, ça correspond pas à tel principe, ça correspond pas à tel principe», et tu dis: «Chien tel, chien tel, chien tel». Mais tu peux pas tous les mettre dans le même sac et dire: «Allez hop, c'est parti», ça se fait pas, tu vois? Et ouais, et là, il y a des biais cognitifs. Par exemple, répète sans comprendre. À mon avis, Dan Inosanto, il répète pas sans comprendre. Putain, c'est un des plus grands experts, Dan, peut-être pas, mais est-ce que les continuateurs de Dan Eh ben, il faut l'étudier pour savoir. Tu peux pas avancer un argument comme ça sans avoir, fait une étude, enfin, moi, je suis trop universitaire maintenant, tu vois? Je suis carré universitaire, mais tu peux pas avancer un argument sans avoir une preuve. en fait, si, on peut. Ça s'appelle un cours-clé. Ouais, ouais, bah, je lui ferais bien bouffer, mais, donc tu vois, là, à mon avis, là, il y a vraiment, un biais cognitif énorme, qui est de stéréotyper la pratique du Jeet Kune Do par les successeurs dans la lignée de Bruce Lee, et de dire: «Tout ça, c'est de la merde», et il s'arrête à son image. Non, il est possible, et il faut encore le démontrer, que certains s'arrêtent à son image et juste essayent de copier les techniques. Mais maintenant, il faut le démontrer, il faut dire qui, où, quand, comment, pourquoi, et tu vois, faut aller Ah bah, alors, si on commence à donner des noms, on va avoir des problèmes, quoi, ouais. pas toujours, parce que, tu sais que tu as l'exception de vérité dans le droit français. Si tu donnes un nom et que tu dis: «Celui-là fait de la merde», et que tu arrives à le démontrer, il y a aucun problème, hein. OK, je note. Et donc ça nous arrive au dernier paragraphe de conclusion qui, pour moi, est pas si mauvais que ça. Parce que brûler le mythe pour sauver la pratique, pour moi, c'est valable. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu expliques quels sont les éléments appartiennent au mythe et quels sont les éléments qui appartiennent vraiment à la tradition que Bruce Lee a voulu léguer, pour moi, c'est legit, tu vois. Par contre, tu vois, il n'était pas fondateur, il n'était pas théoricien, je suis pas d'accord. Il n'était pas maître de tradition, je suis pas d'accord. Il y a un truc qu'on sait à propos de Bruce Lee, c'est que quand il est revenu en Chine, putain, je sais plus l'année, je crois que c'était en 1970 ou 71, mais je suis pas sûr, pas dire une connerie. Il a fait, du Wing Chun avec Wong Chun-Leung, qui était l'élève le plus expérimenté d'Ip Man. Ip Man était présent dans la pièce, et d'après ce qu'on sait, ils sont arrivés à une situation d'égalité. Or, Wong Chun-Leung était l'élève le plus avancé d'Ip Man. D'ailleurs, il était très respecté pour son efficacité en combat, en particulier par les gangs, dans Hong Kong, parce que c'est lui qui arbitrait les conflits parfois. Oui, d'accord. Donc, il était surnommé roi de la discussion avec les mains. Donc, autant te dire que bon, voilà. On a des éléments qui nous montrent que Bruce Lee, grâce à ses modifications conceptuelles, avait été arrivé à rattraper le niveau des plus évolués des élèves d'Ip Man. Donc, à mon avis, en termes de Wing Chun, il était très legit, hein. On a, je veux dire, ça reste quand même
c'est du on dit et on n'a pas la preuve factuelle ni le propos du maître. Et je veux dire, c'est probablement vrai, mais on peut pas le prouver, quoi. C'est vrai, on n'a pas une preuve factuelle de ça, mais on a les témoignages de William Chun et a posteriori de Won Chun Lan lui-même qui avait témoigné sur Bruce Lee. Donc on sait que et Ip Man malheureusement je crois qu'il est mort la même année que Bruce Lee ou une année avant ou une année après, je sais plus. Ah ouais, d'accord. Mais je sais qu'on a quelques sources qui démontrent que son niveau en Wing Chun était quand même très élevé. C'était pas simplement un pratiquant. Il avait été élève quand même. Ouais, et puis il avait été élève assidu et vicelard. Il s'asseyait devant les marches du Kwon d'Ip Man, donc de l'endroit où il enseignait, et il disait à tous ceux qui arrivaient: ah non, aujourd'hui le maître est malade, revenez un autre jour. Et après, lui, il allait profiter d'une leçon privée. C'est un peu de la piraterie, là, pour le coup, tu vois. Là, oui, quand même un peu, ouais. Sur le dernier paragraphe, je suis d'accord avec certains points à partir du moment où on admet qu'il faut critiquer l'usage volontairement tordu d'une prétendue méthode issue de Bruce Lee, de la véritable méthode qu'il alléguait, qui elle est, à mon avis, théorisée et legit, tu vois. Ouais, d'accord. Et j'ai pas noté le nom de la dame, mais si tu sais, tu peux la citer. Cécile, voilà, c'est Cécile. Ok, bah, alors, tu vois, l'article est bien construit, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que ça évoque bien point par point, etc. Mais je te demande un truc. Est-ce que tu penses qu'elle a utilisé l'intelligence artificielle pour l'écrire? C'est possible, c'est pas moi qui, je me gère Parce avec que dans la structure, alors elle a peut-être supprimé, tu sais, les émoticônes, les doigts comme ça que met souvent ChatGPT, etc. Mais dans la structure, ça ressemble pour beaucoup à une question du genre: «Démontre-moi que Bruce Lee n'a jamais donné une tradition» et ChatGPT te fait un argumentaire. C'est fort possible. Enfin, sur Facebook, je vois de plus en plus d'articles, même dans les trucs de reconstitution et historique, tout ça, où mais il y en a partout de l'IA, hein, maintenant, donc Je peux pas assurer parce que, tu vois, j'ai pas de preuves et je suis pas et je pense qu'elle a si elle l'a fait, elle a suffisamment modifié le truc parce que ça a quand même une structure logique. Donc elle a suffisamment modifié pour qu'on puisse dire que c'est son article et qu'il y a aucun problème, tu vois? Mais bon, tu vois, on voit quand même qu'il y a en tous les cas, on est tombé d'accord à peu près, c'est-à-dire qu'il y a une différence, à mon avis et à ton avis aussi, je pense, entre ce que Bruce Lee a vraiment fait et la compréhension de son action par d'autres qui sont médiocres. oui, je suis, en effet d'accord. Après, est-ce que tu as vu la vidéo de Super Fab? Non, j'ai pas vu. Tu m'en as parlé et j'ai pas vu. Non, je te conseille de la regarder. Je la mettrai en lien dans la description de cette vidéo si tu veux. C'est le point d'origine, hein, de ce que m'a dit Cécile, c'est le point d'origine de l'article. Franchement, moi, je te conseille de voir et peut-être, proposer à Fab, si ça l'intéresse, de parler de l'article, c'est de sa vidéo si ça t'émeut. Bah, ouais, en fait, si tu veux, ça m'émeut pas plus que ça dans la mesure où en fait, ce qui m'émeut, c'est de mélanger l'homme, de la compréhension de l'homme par d'autres qui veulent, se mettre en avant, Oui, voilà, pour moi, la personne, qui m'envoie les articles, elle est pas historienne, elle fait ça par plaisir. Moi, j'aime bien avoir les trucs qui remuent un peu le fond de la cuve, tu vois? À une époque, je faisais des vidéos comme ça sur la chaîne. J'ai Ouais. eu des retours. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé, pour m'insulter, hein, au téléphone, hein. Donc si tu veux, Ah oui, je n'irai jamais jusque-là, mais en fait, on est à un c'est degré ça. de civilisation qui me convient très bien là, tu vois? Mais Je vais te dire un truc, ça me surprend pas que ça puisse être mélangé, cette compréhension de l'homme et du mythe de l'homme, parce que même en discutant avec des historiens de ma fac, je dirais pas les noms, je me suis rendu compte qu'il y avait certains qui comprenaient pas certaines choses qui, moi, me semblent évidentes. Je parlais de Confucius avec, j'aime beaucoup Confucius, j'ai lu beaucoup la littérature philosophique chinoise, et je parlais de Confucius avec des amis à moi qui ont un master en histoire, donc qui ont normalement un niveau théorique en termes d'historien qui est, tu vois, ils ont un master, quoi. Enfin, ils sont balèzes, quoi. c'est pas et je leur parlais de Confucius et il y en a un qui, dans la conversation, m'a dit: «Ah mais moi j'aime pas Confucius parce que, tout ce qu'il dit, c'est juste pour renforcer, l'État, et renforcer le contrôle sur les gens». Et en fait, je me suis rendu compte que cet abruti confondait le message de Confucius, qui est un message humaniste, avec l'utilisation qui avait été faite de Confucius par les gouvernements chinois successifs pour légitimer le contrôle du peuple. C'est comme confondre le catholicisme, la doctrine qui en elle-même, tu vois, est très bien, et l'utilisation du catholicisme par les rois de France pour exprimer leur pouvoir sur les sujets et renforcer leur pouvoir sur les sujets. Ouais. Et tu vois, l'un n'a rien à voir avec l'autre. La doctrine en elle-même et son utilisation pour renforcer un pouvoir temporel, ça rien à voir. Et que même des historiens soient capables de confondre les deux, j'étais en train de me transformer en Mindführer et de dire Nine.
Mais comme quoi, tu vois, les études et le diplôme ne vont pas prouver, la compétence de la personne à pouvoir s'extraire déjà de son «humanité» entre guillemets, de la personne qu'elle est, de regarder en tant que troisième œil d'observateur et de pouvoir, juger, C'est de ça, pouvoir mieux c'est-à-dire que voir, quoi. je vais dire un truc qui va choquer des historiens, mais je m'en fous. À mon avis, quelqu'un qui est pas historien, mais qui a un esprit critique très développé et qui comprend qu'il faut une preuve pour affirmer quelque chose, est meilleur qu'un historien qui a énormément de connaissances, mais aucune méthode et pas d'esprit critique. En général, quand tu es historien, tu as de la méthode et l'esprit critique parce que la formation de l'historien, c'est vraiment ça. Mais ça peut arriver que tu aies des gens qui absorbent les connaissances, mais qui absorbent pas forcément l'esprit critique parce que c'est dans leur personnalité d'avoir des préjugés sur des choses. Et apparemment, ce gars-là avec qui je discutais avait un préjugé sur le confucianisme. Ben, il essaye de calquer sa réalité sur les faits, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, il part du principe, ça c'est mauvais parce que ça a mené à une mauvaise situation, mais il comprend pas la cause et la conséquence. La cause, c'est pas que la doctrine est mauvaise, c'est que la doctrine, elle a servi de légitimation à un gouvernement qui, de toute façon, allait opprimer les gens. Oui, il a utilisé ce moyen-là parce que c'est ce qui lui paraissait le plus utile, mais il y aurait eu d'autres moyens plus faciles, il l'aurait fait. Exactement. Dans ce genre d'articles qu'on va retrouver de plus en plus, qu'ils soient créés par intelligence artificielle ou pas, c'est ce que moi, en tous les cas, je vois ces 2-3 dernières années le plus, c'est le manque d'esprit critique. C'est-à-dire, est-ce que tu as bien analysé la source que tu donnes? Déjà, est-ce qu'il y a une source qui est... Parce que des fois, moi, je fais des essais avec ChatGPT pour lui demander des trucs, il invente des gens. Mais d'intelligence, on n'a que le mot, hein. Ça ne réfléchit pas. Oui, C'est, exactement. C'est ce que de la je probabilité. disais, Et quand elle est face, cette IA est face à une inconnue, plutôt que de le reconnaître, alors problème d'ego peut-être, plutôt que de reconnaître le fait qu'elle ne sait pas, elle préfère créer. Et là, à mon avis, c'est pas tant que c'est un problème d'ego, c'est les programmateurs qui ont très bien compris la philosophie des gens qui utilisent ça pour avoir des informations. C'est-à-dire que ces gens-là, ils veulent avoir une information et s'en foutent de la fiabilité de cette information, parce que si tu avais 2 doigts de jugeote, tu irais toi-même chercher sur internet ou dans un bouquin. Au moins recouper, quoi. Ouais, exactement. Et si tu demandes à une IA, c'est que tu t'en fous, tu veux juste avoir une information vite. Oui, mais j'ai des moi les articles sur les trucs d'histoire là, la reconstitution historique, tout ça, des fois les mecs ils postent des images d'uniformes et il y a les gars ils deviennent fous. Ils disent: «Mais qu'est-ce que c'est cet uniforme et tout?» Ben, non, mais non, mais le problème c'est que la personne qui ne sait pas, la personne ou la Elle est vite bernée. eh ben, elle va être bernée et j'ai regardé une vidéo hier sur le coup de le il y a un gars qui expliquait que les pyramides, c'était pour les trucs des énergies électriques et tout ça, que c'est les Égyptiens qui avaient inventé toutes les technologies, tout ça. Les personnes qui n'ont pas envie de dépenser de l'énergie cérébrale pour vérifier si c'est vrai, elles vont prendre la solution de facilité, c'est dire: «Bon, bah, il a raison. Il le dit parce qu'en plus il se pose en sachant, il se pose en historien alors qu'il y a rien de prouvé» et c'est comme ça qu'on crée les mythes, quoi, hein. Ouais, à mon avis, c'est l'absence de sens critique, le vrai fond du problème. Moi, je préférerais qu'ils lisent des bouquins, tu vois? Je travaille un peu pour Budo Édition, je leur fais un peu de com. Je préférerais qu'ils lisent un bouquin et tu vois, la dame qui a écrit l'article, Cécile, elle a écrit un article qui, pour moi, est bien structuré, mais qui, dans le même temps, ne comprend pas du tout le contexte de création du Jeet Kune Do et mélange un peu l'art martial en lui-même, le Jeet Kune Do, de sa compréhension par d'autres qui volontairement l'ont twisté pour faire, pour l'accorder à leur réalité de merde. J'invite tous les auditeurs à suivre la chaîne des arts martiaux français, les arts martiaux français sur les réseaux sociaux. De toute façon, je mettrai les liens dans la barre de description comme d'habitude. Donc, j'invite vraiment les auditeurs à, voilà, s'ils s'intéressent aux arts martiaux français, à la tradition française dans les armes, à suivre ta chaîne. Et celle de Superfab, je mettrai aussi le lien dans la barre de description. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Bah, la prochaine fois qu'il y a un article sur Bruce Lee, ne t'inquiète pas, je t'inviterai avec plaisir. Je commanderai un article un peu plus pamphlétaire encore, hein. Ah, magnifique, magnifique, avec plaisir. J'invite aussi les auditeurs à me rejoindre s'ils l'ont pas déjà fait sur la chaîne de Budo Édition où je fais aussi des vidéos parfois avec les auteurs des livres. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Romain, merci. Ah ben c'est moi qui te remercie de m'avoir permis de m'exprimer. Donc voilà, on se retrouvera une prochaine fois sur nos réseaux respectifs. À bientôt. Allez, ciao, au revoir à tout le monde.